Il y a des secrets que l'on porte pendant des années comme une pierre au fond de sa poche, trop lourde pour être jetée, mais trop pesante pour être oubliée. Il y a des enfants qui grandissent en apprenant à ne compter que sur eux-mêmes, et ces enfants, une fois adultes, possèdent en eux quelque chose que ni la richesse ni la chance ne peuvent ébranler, une colonne vertébrale qui ne rompt pas, peu importe la charge qu'on y dépose. Cette histoire parle d'une femme de cette trempe. Elle parle d'un secret qui a duré 6 ans, d'un petit garçon qui semblait tout droit sorti d'une vieille photographie, et de la façon dont le destin pose parfois la bonne question au moment précis où nous sommes le plus vulnérables. Avant de vous plonger dans ce récit émouvant qui vous accompagnera jusqu'à la dernière phrase, abonnez-vous à la chaîne, car nous vous proposons chaque jour une nouvelle histoire qui laisse une trace. Écrivez-nous en commentaire de quelle ville vous nous suivez. Nous aimons savoir jusqu'où ces émotions voyagent, et laissez un pouce bleu pour nous aider à continuer. Et maintenant, commençons ensemble. L'hôpital de Nantes n'était pas immense, mais aux heures tardives de la soirée, il régnait ce silence que l'on sent jusque dans ses os. Des couloirs blancs comme du papier, une odeur d'antiseptique mêlée à l'air froid qui s'engouffrait par des fenêtres mal isolées et le bruit occasionnel de pas qui résonnait bien trop loin. Élodie Lebris s'effondra à genoux sur le sol de ce couloir au moment où ses jambes refusèrent de la porter plus loin. Ses mains tremblaient. Mathis était à l'intérieur, derrière cette porte munie d'un petit hublot à travers lequel on devinait l'ombre d'une infirmière, s'activant avec rapidité et précision, et ce spectacle, cette ombre qui bougeait, signe que quelqu'un agissait, signe que le pire n'était pas encore là, était la seule chose qui permettait à Élodie de ne pas perdre la tête. Mathis avait 6 ans et demi. C'était un petit garçon qui savait exactement combien de chevaux vapeur développait le moteur de la camionnette qu'il croisait dans la rue, qui posait des questions sur les planètes avec le sérieux d'un adulte et qui, chaque matin, versait ses céréales dans son bol avec une attention méticuleuse pour n'en renverser aucune. C'était un enfant qu'Élodie avait construit avec ce qu'elle n'avait pas, à partir de rien de ce qu'on ne lui avait jamais donné, et maintenant, il gisait sur un lit d'hôpital, le souffle court, car ses poumons réagissaient à quelque chose dont ils ignoraient encore la nature. Élodie serra ses mains autour de ses genoux et ferma les yeux. Elle n'était pas du genre à pleurer facilement. Elle avait appris cela au foyer très tôt, de la manière dont les enfants apprennent les choses que les adultes oublient avoir jamais su, en silence, sans se faire remarquer, comme l'herbe qui pousse. Pleurer ne servait à rien, il fallait agir, chercher une solution, placer un pas devant l'autre face au problème suivant. C'était le seul système qui ait jamais fonctionné pour elle, et Élodie l'appliquait avec une telle constance que les gens la regardaient parfois en se demandant si elle éprouvait seulement quelque chose. Elle éprouvait jusqu'à la douleur. Le couloir était presque désert. Il était tard, une heure qui n'avait pas de nom, ni la nuit ni le matin, juste cette zone grise entre les deux. Un médecin avait couru devant elle 30 minutes plus tôt, s'était engouffré dans la chambre, et elle avait entendu une voix donner des instructions, rapides et assurées, ce qui était une raison suffisante pour rester à genoux plutôt que de s'effondrer face contre terre. Mathis respirait. Élodie le savait, car sinon, quelqu'un serait sorti pour lui dire quelque chose. Le silence était une bonne nouvelle. Elle sentit, plus qu'elle ne l'entendit, une présence dans le couloir. Les pas étaient longs et calmes, sans cette urgence propre au milieu hospitalier, et Élodie leva les yeux presque par réflexe. Un homme en costume sombre, d'apparence coûteuse, avec une cravate légèrement desserrée comme s'il la portait depuis plus longtemps que prévu. Grand. La démarche d'un homme sûr de lui mais sans arrogance, la nuance est subtile, et Élodie avait appris à la reconnaître par nécessité, car toute sa vie elle avait dû distinguer les gens forts de ceux qui étaient seulement convaincus de l'être. Il s'arrêta. Non pas pour l'observer, non pas avec cette curiosité apitoyée que les passants jettent parfois à une femme agenouillée dans un couloir. Il s'arrêta et regarda en direction de la chambre. Puis, il se tourna vers elle. « Est-ce que l'enfant est à l'intérieur » La voix était posée, sans fioriture, mais elle n'était pas froide. C'était la voix d'un homme habitué à poser des questions pour obtenir des réponses concrètes. Élodie hocha la tête. Sa gorge ne fonctionnait plus correctement. L'homme mit la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit quelque chose. Un petit flacon en verre avec une étiquette. Élodie le regarda sans comprendre, et il prononça le nom du médicament d'une voix basse et mesurée, ajoutant « Pour une réaction anaphylactique. Si le médecin ne l'a pas encore utilisé, il en aura besoin. » Elle prit le flacon sans poser de questions. Parce qu'il n'y avait pas de temps pour cela, parce que l'instinct était plus rapide que la raison, et regarda vers la porte de la chambre. Elle se leva, frappa, entr'ouvrit la porte
et répéta le nom du médicament qu'elle venait d'entendre. Le médecin leva les yeux vers elle, regarda le flacon et ne dit qu'un mot. « Exactement !» Pendant les 20 minutes suivantes, Élodie ne quitta pas des yeux le hublot de la porte. Quand la porte s'ouvrit enfin et que l'infirmière sortit avec une expression qui signifiait « Tout va bien », Élodie se retourna vers le couloir. L'homme était parti. Il n'y avait plus personne, juste le couloir blanc et le son de sa propre respiration, qui s'apaisait enfin. Mathis dormait, les joues roses, la bouche entr'ouverte, les mains détendues le long du corps. Élodie s'assit près du lit et l'observa 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ne pensant à rien d'autre qu'au rythme de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait. Le médecin expliqua. Une réaction allergique grave mais désormais sous contrôle, il resterait jusqu'au matin en observation. Élodie acquiesçait à tout ce qu'elle entendait, tandis que dans sa tête, le puzzle d'une pensée sans forme commençait à s'assembler. Qui était cet homme? Il ne faisait pas partie du personnel médical. Son costume n'était pas celui d'un employé de l'hôpital. Le médicament était précis, spécifique, le genre de choses qu'on ne transporte pas sans savoir de quoi on parle ou sans une raison impérieuse de l'avoir sous la main. Et il était parti discrètement, sans demander ni remerciement ni explication. Élodie avait grandi dans un foyer à Nantes, un bâtiment en briques rouges avec un grand tilleul devant l'entrée, aussi vieux que la bâtisse elle-même. La directrice, Madame Geneviève, une femme aux cheveux courts, à la poigne ferme et au discours dépourvu de mots inutiles, lui avait appris une chose qui valait plus que n'importe quelle leçon d'école. Souviens-toi toujours du visage de celui qui t'aide sans raison, car de tels visages sont rares. Élodie ferma les yeux et tenta de reconstruire les traits de cet homme dans sa mémoire. Grand, des cheveux sombres avec quelques reflets argentés sur les tempes, des yeux qu'il avait regardés droit, sans pitié, mais sans froideur. Une mâchoire carrée, un nez légèrement busqué comme on en voit sur les portraits des vieilles photos. Et quelque chose dans la structure de son visage, dans sa façon de se tenir, dans la ligne droite de ses sourcils, qui procurait à Élodie un sentiment qu'elle ne parvenait pas encore à nommer. Elle ne le reconnut pas cette nuit-là. Elle ne comprit que le lendemain matin, quand Mathis ouvrit les yeux et déclara très calmement qu'il avait faim. Élodie se leva, sortit dans le couloir pour chercher l'infirmière et passa devant l'entrée de la salle d'attente où trônait un grand écran diffusant les informations. Sur l'écran, il y avait une image, une conférence de presse, un sommet économique, un homme debout derrière un pupitre. Élodie s'immobilisa. C'était le visage de l'écran, la même ligne droite des sourcils, la même stature, la même mâchoire. Élodie resta immobile si longtemps que l'infirmière, en passant à côté d'elle, lui demanda si elle se sentait bien. « Je vais bien », répondit-elle. Elle retourna vers Mathis. Mais elle n'allait pas bien. En elle, quelque chose venait de se fissurer, quelque chose qu'elle avait verrouillé pendant des années derrière une porte blindée aux multiples serrures. Le souvenir d'une nuit d'il y a presque 7 ans. Une nuit pour laquelle elle n'avait aucune explication rationnelle, ni alors ni maintenant. Un visage dont elle ne gardait que des fragments, comme un miroir brisé. Et son fils, assis dans son lit d'hôpital avec ses joues roses, qui la regardaient avec ses yeux qui étaient si semblables à ceux de l'écran, qu'Élodie dut s'arrêter, respirer profondément et décider de ne pas y penser pour le moment. Ce n'était pas le moment. Mathis avait faim et il fallait trouver cette infirmière. Élodie Lebris avait 27 ans et elle savait une chose, le bon moment est rarement celui qu'on choisit. Le plus souvent, c'est lui qui vous trouve, dans un couloir que vous n'aviez pas prévu, avec un visage que vous n'auriez jamais dû oublier. C'était avant que tout ne commence vraiment. La véritable histoire débuta 23 jours plus tard, dans un immeuble de verre et de béton, au cœur du quartier d'affaires de Nantes, où se trouvait le siège de Rochefort Logistique. Élodie se tenait devant l'entrée, un dossier sous le bras, armée de ce calme intérieur qu'elle avait peaufiné durant des années, un calme qui n'était pas inné, mais acquis, étape par étape, comme une armure. Dans sa poche, elle avait 2 choses, une convocation pour un entretien d'embauche et une facture médicale qu'elle n'osait pas regarder trop longtemps, tant le montant lui coupait le souffle. La rééducation de l'épaule de Mathis, fracturée lors d'un accident de la route 6 semaines plus tôt, un accident dont il n'était pas responsable, mais dont le coupable restait introuvable, protégé par des avocats et les excuses de familles riches peu habituées à rendre des comptes, coûtait près de 9 000 € rien que pour la première phase. Élodie n'avait même pas de quoi payer le premier versement. Elle possédait un diplôme en informatique, obtenu entre des gardes de nuit,
et la petite main de Mathis dans la sienne chaque matin. Et elle avait vu une annonce une semaine plus tôt. Le groupe Rochefort cherchait un développeur pour son département d'infrastructure digitale. Les portes automatiques s'ouvrirent. La réception était impressionnante, de cette manière froide et impersonnelle propre aux grandes corporations qui cherchent à asseoir leur importance. Marbre, éclairage tamisé, logo de la firme en bronze brossé sur le mur. La jeune femme derrière le comptoir jeta à Élodie ce regard rapide et scrutateur qu'Élodie avait appris à ignorer depuis longtemps. On sort du foyer avec une peau épaisse. Ce n'est pas un choix, c'est simplement le prix de la survie. Entretien pour le poste de développeur 10h30, annonça Élodie d'une voix neutre, serrant un peu plus son dossier. L'hôtesse pianota sur son clavier, puis releva la tête. « Je suis navré, mais ce poste a été pourvu hier en interne. » Élodie ne répondit pas immédiatement. Ce n'était pas un choc, mais plutôt une de ces secondes où l'on prend une décision minuscule qui change tout. Partir ou rester. Rester semblait être la seule option viable. Y a-t-il un autre poste vacant dans l'entreprise ? La réceptionniste hésita. Cette hésitation qui signifie que la question sort du protocole et finit par lâcher qu'il cherchait actuellement une assistante de direction, mais que le profil était radicalement différent de celui de développeur. Élodie demanda le formulaire. Le salaire d'assistante était 3 fois supérieur à celui de développeur. Élodie n'avait aucune expérience formelle en administration, mais elle avait l'expérience de tout ce que la vie exigeait. Organisation, débrouillardise et l'art de jongler avec 20 problèmes à la fois, tout en feignant la sérénité. Elle remplit le formulaire sur une table dans un coin de la salle d'attente, d'une écriture soignée, avec cette concentration intense qu'elle réservait aux moments cruciaux. L'entretien eut lieu 1h30 plus tard. Elle ignorait qui elle allait rencontrer jusqu'à ce qu'elle franchisse le seuil du bureau. Et là, le visage de l'écran de l'hôpital devint le visage de l'homme assis en face d'elle. Julien Rochefort parcourait son CV lorsqu'elle entra, et il ne leva pas les yeux tout de suite. Élodie s'assit. Elle attendit dans un silence qui n'était pas tendu, mais simplement calme, le calme de quelqu'un habitué à l'attente. Lorsqu'il leva enfin le regard, il ne montra aucun signe de reconnaissance. Elle n'était pour lui qu'un entretien parmi tant d'autres ce jour-là. Mais Élodie, elle, l'avait reconnu. À cet instant, quelque chose en elle se contracta. Une résolution ferme, comme une main qui se referme sur un objet précieux. Elle ne laissa rien paraître sur son visage. L'entretien dura 40 minutes. Julien Rochefort posait des questions précises, sans fioriture, et Élodie répondait sur le même ton. Elle ne jouait pas de rôle, elle n'exagérait rien. Lorsqu'il affirma que le poste exigeait une organisation et une discrétion absolue, elle répondit simplement « Je maîtrise les deux, vous pouvez vérifier ». Lorsqu'il lui demanda si elle avait l'expérience de la gestion de crise, elle marqua une seconde de pause avant de rétorquer. « J'ai élevé un enfant seul tout en faisant mes études. La gestion de crise est ma fiche de poste quotidienne. » Il ne sourit pas, mais quelque chose dans son regard changea imperceptiblement. À la fin de l'entretien, il l'informa qu'elle recevrait une réponse avant la fin de la semaine. Élodie se leva, lui serra la main et quitta la pièce. Dans l'ascenseur, elle ferma les yeux et fit un calcul rapide. Si elle obtenait le poste, elle pourrait payer la rééducation de Mathis. Sinon, elle devrait vendre son ordinateur portable, son outil de travail. Sans ordinateur, pas de travail. Sans travail, plus rien. L'appel tomba le lendemain matin. Le poste d'assistante était pour lui. Pouvait-elle commencer lundi? Élodie était assise sur le bord de son lit dans le petit appartement qu'elle louait. Un logement modeste aux fenêtres grinçantes, dans un quartier où l'on entendait les voisins à travers les cloisons. Elle fixa son téléphone, le nom Rochefort Logistique brillant sur l'écran. Mathis dormait dans la pièce d'à côté, son bras dans le plâtre, petit et en sécurité. « Oui, répondit-elle d'une voix ferme, je serai là lundi. » Elle raccrocha, se leva et s'approcha de la fenêtre. Nantes était une ville paisible à cette heure de la nuit. Les rues étaient désertes, les lumières lointaines scintillaient et ce bourdonnement urbain presque imperceptible flottait dans l'air. Élodie resta là, à regarder le vide, ne pensant à rien de précis, ressentant simplement ce mélange de soulagement et de prudence qui accompagne chaque pas en avant quand on sait que le chemin n'est pas forcément sûr. Julien Rochefort était le père de Mathis. Il l'ignorait totalement. Et Élodie, le front appuyé contre la vitre froide, ne savait pas encore comment elle pourrait un jour prononcer cette vérité à voix haute. C'était un secret vieux de 7 ans, enfoui sous le quotidien, sous le travail acharné et les conseils de Madame Geneviève qui lui avaient appris à survivre.
Un secret pour lequel elle n'avait ni témoin ni preuve, seulement son propre souvenir d'une nuit, flou sur les bords mais d'une netteté tranchante au centre. Une soirée, une boisson qui n'était pas ce qu'elle croyait, et ce visage ancré dans sa mémoire, avec une précision inexplicable. Puis le matin d'après, le test, et la décision de foncer parce qu'elle ne savait pas comment reculer. Lundi approchait. Élodie s'éloigna de la fenêtre, vérifia que Mathis était bien couvert et se coucha. Elle mit longtemps à trouver le sommeil. Le lundi arriva avec cette sorte de silence matinal particulier qui précède les grands bouleversements. Élodie se leva plus tôt que d'habitude, prépara un thé qu'elle ne but pas, habilla Mathis qui commentait chaque geste avec le sérieux d'un petit homme de 6 ans, ayant un avis sur tout, et l'emmena chez Madame Geneviève. La vieille directrice vivait désormais dans une petite rue derrière le jardin des plantes, et bien qu'officiellement à la retraite, elle n'avait jamais cessé d'être une directrice de foyer dans l'âme, porte toujours ouverte, marmite toujours chaude sur le feu, et ce regard qui disait « Je te vois, tout va bien ». « Mathis vient chez moi ce soir ?» demanda Geneviève en soulevant le garçon avec l'assurance d'une femme qui sait que les enfants ont besoin de routine. « Si ça ne te dérange pas, un enfant qui pose les bonnes questions ne me dérangera jamais. » Geneviève fixa Élodie de ce regard sous lequel on ne pouvait rien cacher. « Et toi, comment vas-tu ? Je commence mon nouveau travail. Je le sais. Et ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Élodie marqua un court temps d'arrêt. « Je vais bien, Geneviève. » La vieille dame hocha la tête, mais d'un hochement qui signifiait « On verra bien ». Pour Élodie, c'était le soutien parfait. Pas de pitié, pas d'encouragement mélodramatique, juste la présence de quelqu'un qui avait été là et qui le serait encore. Au foyer, tous les enfants apprenaient la valeur de cela. Une présence sans drame était rare et précieuse. Le bâtiment de Rochefort Logistique l'accueillit avec la même réceptionniste, dont le regard était cette fois un peu moins scrutateur et un peu plus curieux. Les nouveaux employés suscitent toujours une certaine attention dans les structures de cette taille. On conduisit Élodie au 4e étage, devant un bureau dont la porte en verre dépoli portait l'inscription « Assistant de direction ». La pièce était spacieuse, assez de place pour un grand bureau, des étagères et une petite table ronde dans un coin. La fenêtre donnait sur un parc. Élodie le remarqua immédiatement. La femme qui l'accueillit s'appelait Marcel, une collaboratrice qui fonctionnait à l'efficacité pure. Elle lui livra toutes les informations nécessaires sur l'emploi du temps, le protocole et les règles de la maison en moins de 15 minutes. Élodie écoutait, mémorisait, posait les questions justes. Dossier sur la table, liste de contacts, planning des réunions hebdomadaires. Julien Rochefort arriva à 8h14. Élodie le sut car elle entendit dans le couloir des pas qu'elle reconnaissait déjà. Long, régulier, porté par cette assurance tranquille, qui n'exige pas l'attention mais l'obtient de toute façon. Il entra dans le bureau, passa devant elle sans s'arrêter, inclina la tête dans un salut minimaliste qui tenait lieu de bonjour sans engager la conversation et disparut derrière la porte de son bureau privé. À travers la paroi vitrée, elle le vit ouvrir son ordinateur, poser un café sur le côté sans y toucher et se mettre au travail. Élodie tourna les yeux vers son écran et fit de même. Les 2 premières semaines passèrent selon un rythme qu'Élodie comprit intuitivement. La routine d'entreprise a sa propre logique et elle n'y était pas étrangère. Elle organisait, filtrait, communiquait avec les équipes, prenait en charge des tâches que personne ne lui demandait, mais qu'elle jugeait nécessaires. Julien Rochefort le remarquait. Il parlait peu, c'était un homme économe de ses mots, mais Élodie apprit à lire dans le moindre hochement de tête, dans la façon dont il laissait des instructions sans explication, confiant dans le fait qu'elle suivrait la logique d'elle-même. C'était professionnel, efficace, dénué de tout contenu personnel. Et puis, il y eut l'arrivée de Claire Vallet. Élodie la vit pour la première fois dans le couloir au cours de la 3e semaine. Une femme grande, élégante d'une manière qui semblait exiger un effort constant. Vêtements choisis avec une précision chirurgicale, cheveux impeccables, une démarche un peu trop consciente de sa propre présence. Claire Vallet travaillait au département du développement stratégique et entre elle et Julien Rochefort existait cette sorte de familiarité ancienne et complexe. Cela se voyait à la façon dont elle entrait dans le bureau de Julien sans frapper, à la manière dont elle s'asseyait en face de lui avec une aisance empruntée à de vieux droits acquis. Élodie n'en fut pas offusquée. Elle n'avait aucune raison de l'être. Claire Vallet était, d'après ce qu'Élodie avait pu glaner des conversations de bureau, la fille d'un partenaire commercial historique de la famille Rochefort. Elle avait grandi dans un cercle où l'on considérait que certaines places étaient naturellement réservées à certaines personnes
et sa place aux côtés de Julien semblait être une évidence tacite depuis des années, même si rien n'avait jamais été formalisé. Élodie remarqua une autre employée un peu plus tard. Elle s'appelait Nathalie, travaillait au service administratif et entretenait avec Claire une complicité qui n'était pas de l'amitié, mais une alliance. Deux femmes partageant plus que des pauses café et des potins. Nathalie était plus effacée, plus discrète, mais possédait cette petite lueur d'intelligence rusée qui se devine dans la façon dont quelqu'un observe une pièce en faisant semblant de regarder ailleurs. Élodie le nota, mais n'y accorda pas d'importance majeure. Elle avait un travail à accomplir et un fils qui l'attendait. Le 21e jour dans l'entreprise, Mathis dut venir au bureau. Ce n'était pas prévu. Le plan initial était Geneviève, mais celle-ci avait un examen médical déplacé au dernier moment. Mathis avait une légère fièvre, insuffisante pour l'hôpital, mais assez pour que l'école refuse de le prendre, et il n'y avait pas d'alternative. Élodie appela Marcel qui lui répondit avec la franchise de la culture d'entreprise locale. Ce n'était pas la procédure, mais rien dans le règlement n'interdisait explicitement la présence d'un enfant en cas de force majeure. Mathis s'installa à la petite table dans le coin du bureau d'accueil, avec des feuilles de papier et un stylo, dessinant des bateaux avec des détails techniques surprenants, commentant calmement chaque interruption d'un « Maman, je ne vois pas bien ». Élodie travaillait. Julien Rochefort sortit de son bureau à 11h13 et s'immobilisa. Il n'eut pas de réaction brusque. Ce n'était pas son genre. Mais il s'arrêta sur le seuil et regarda vers le coin où Mathis était assis, la langue légèrement tirée, absorbé par le tracé de ce qui ressemblait à un vecteur de force appliqué à une coque de navire. « Qui est-ce » demanda-t-il, d'un ton neutre, ni bienveillant ni hostile. Mathis leva la tête. « Je m'appelle Mathis. C'est vous le chef » Un court silence s'installa. « Oui, c'est moi. Maman dit qu'il faut toujours être poli avec vous. » Élodie, bien que tournée vers son écran, sentit l'atmosphère de la pièce basculer, ce glissement microscopique que l'on ne peut décrire, mais que toute personne ayant appris à lire une pièce reconnaît instantanément. « Il est un peu souffrant, dit-elle sans se retourner. Je n'ai pas trouvé de garde alternative. Il ne dérangera pas. Il est calme. » Un moment de silence pesa. « Qu'il reste, » trancha Julien. Il retourna dans son bureau, mais il ne ferma pas la porte complètement. Élodie le remarqua. Elle ne dit rien. 1 heure plus tard, Julien traversa de nouveau la pièce avec une pile de dossiers et s'arrêta près de la table de Mathis. Le garçon leva les yeux, avec cette franchise désarmante des enfants face aux adultes, sans aucune intimidation, juste une curiosité pure. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda Julien. « Un cargo. Mais ce moteur ne peut pas avoir autant de chevaux que ce qu'ils disent dans le livre, parce que la coque est trop petite. Il ne bougerait même pas. » Nouvelle pause. « Comment sais-tu ce que sont les chevaux vapeur ?» J'ai lu. Mathis tourna le papier vers lui. « C'est une erreur dans le livre, je pense. » Julien Rochefort examina le dessin. Puis il dit, très calmement, « Tu as raison, c'est une erreur. » Mathis fronça les sourcils de satisfaction et retourna à son œuvre. Julien continua son chemin vers la sortie. Mais Élodie vit, parce qu'elle devait voir, parce que tout son être était tendu vers chaque détail de cette pièce depuis qu'ils y étaient tous les deux, qu'il s'était arrêté un bref instant, la main sur le cadre de la porte, le regard fixé sur le petit garçon dans le coin. L'expression sur son visage était indescriptible. C'était quelque chose entre la reconnaissance et la perplexité. Puis il partit. Élodie relâcha le souffle qu'elle retenait. Claire Vallet apparut dans le couloir au cours de l'après-midi et aperçut Mathis à travers la vitre. Son expression ne dura qu'1 seconde, rapide, contrôlée, mais Élodie la saisit. Ce n'était pas le regard d'une femme dérangée par un enfant. C'était le regard d'une femme qui venait de faire un calcul rapide et qui n'aimait pas le résultat. Elle entra avec un dossier à la main. « Julien, tu as 1 minute ?» Elle jeta un coup d'œil à Mathis avec ce sourire froid destiné aux situations où l'on veut paraître aimable sans l'être. « Tout va bien ici. »« L'enfant est un peu malade, » répondit Élodie calmement. « Il ne sera pas là longtemps. » Bien sûr. Claire entra dans le bureau privé. Nathalie passa devant la porte 3 fois au cours de l'heure suivante. Élodie les compta. Le lendemain matin, Élodie découvrit que 3 fichiers de documentation projet avaient été effacés du dossier partagé. Elle ne perdit pas son sang-froid. Elle avait fait des sauvegardes immédiates, une habitude née de l'expérience, et reconstruisit tout ce qui manquait en 1 heure et demie. Elle signala l'incident au service informatique avec un créneau horaire précis. L'équipe informatique trouva la trace.
un accès depuis un poste du service administratif. Ils ne nommèrent à personne, mais Élodie n'en avait pas besoin. Elle fit un rapport écrit à Julien Rochefort sans drame, en joignant le log de connexion. Il le lut, posa une seule question. « A-t-on perdu quelque chose ?» Rien. Il hocha la tête et dit « Merci ». Ce n'était pas un homme qui explosait, c'était un homme qui notait en silence. Élodie reconnut là le type de réaction le plus dangereux sur le long terme. 4 jours plus tard, Mathis fit une autre crise, cette fois à l'école. Visage cramoisi et respiration sifflante, exigeant une intervention immédiate. L'infirmière scolaire, désemparée, appela Élodie au travail. Élodie se précipita, récupéra Mathis, l'emmena chez le pédiatre et attendit 2 heures que tout se stabilise. Julien Rochefort l'apprit, probablement par Marcel, qui était ce genre d'assistante discrète mais informée. Le lendemain matin, quand Élodie arriva au bureau, il y avait sur sa table un papier avec le nom d'un allergologue renommé et un mot écrit à la main. « Ce médecin connaît tout le monde ici. Appelez et dites que vous venez de ma part. » Il n'y avait pas de signature. Il n'y en avait pas besoin. Élodie fixa le papier plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Elle prit son téléphone et composa le numéro. Le rendez-vous fut fixé pour la semaine même. Le week-end suivant, Élodie emmena Mathis au parc. C'était un de ces jours de repos frais mais ensoleillés, avec un ciel pur et l'herbe qui jaunissait doucement au bord des allées. Mathis courait autant que son plâtre le lui permettait, commentant tout ce qui l'entourait d'une voix si assurée qu'il semblait parfois à Élodie plus adulte qu'elle-même. Elle s'assit sur un banc et l'observa. Il y avait en lui quelque chose qu'elle-même n'avait pas eu à cet âge. Ce n'était pas un penchant pour le pessimisme, mais simplement de l'observation pure. Mathis ne portait pas le poids de ses origines. Il ignorait qu'il en avait. Pour lui, la famille, c'était Élodie, Geneviève et parfois le chat de Geneviève, une bête rousse nommée Filou qui ne laissait que Mathis le caresser. Qu'est-ce qui changerait s'il savait? La question flottait comme une fumée. Ce n'était pas de savoir si Julien Rochefort était digne de confiance ou non. C'était une question plus profonde. Mathis, un enfant qui avait grandi avec une seule personne, stable et ancré dans cette stabilité, avait-il le droit à une vérité plus complexe? Et avait-elle, elle, le droit de la lui refuser? Mathis accourut avec des feuilles à la main. « Maman, cette feuille a 6 nervures. Combien il m'en faut pour faire une mosaïque? Bien plus que 6, mon grand. Alors je vais en ramasser 100. » Et il repartit en courant. Élodie le regarda s'éloigner et pensa que, peu importe sa peur du moment où elle devrait prendre une décision, cette décision était déjà prise depuis longtemps. Ce n'était pas elle qui choisissait. C'était la réalité de Mathis qui choisissait pour elle, son visage, son rire, ses poumons fragiles, sa logique implacable et ses 100 feuilles qu'il ramassait parce qu'il l'avait décidé. Mathis méritait de savoir. Mais comment, quand et de quelle manière, c'était la partie la plus difficile. Et pour cela, elle n'avait pas encore de réponse. Pas encore. Le 4e mois au sein de Rochefort Logistique s'installa avec ce type de changement imperceptible, comme l'angle de la lumière qui décline si lentement qu'on ne remarque le crépuscule que lorsqu'il est déjà là. Élodie faisait désormais partie intégrante du rythme du bureau. Elle savait qu'elle était commandée pour la petite cuisine le lundi. Elle distinguait les réunions purement formelles de celles qui étaient en réalité des tête-à-tête stratégiques. Et elle savait quand Julien Rochefort n'avait pas besoin qu'on lui pose une question, mais simplement que la tâche soit accomplie. Il était exigeant, mais jamais injuste. Il imposait des standards qui ne souffraient aucun compromis, mais il ne demandait jamais rien qu'il ne s'imposait à lui-même. C'était ce qu'Élodie appréciait par-dessus tout. Non pas une chaleur humaine qu'elle ne recherchait pas, mais une cohérence. Un monde sans cohérence était un monde instable, et elle avait passé sa vie à naviguer dans l'incertitude en s'accrochant aux moindres détails contrôlables. Le contrôle était une illusion, mais une illusion salvatrice. Au début du 4e mois, par un matin qui ne laissait présager rien d'inhabituel, Élodie commit une erreur. Une erreur de fatigue, de ce genre qui n'arrive que lorsqu'on est épuisé sans s'en rendre compte, d'un épuisement sourd accumulé au fil des semaines, entre le travail, les rendez-vous de Mathis, les factures payées en plusieurs fois et les nuits trop courtes. La photocopieuse du couloir était libre et Élodie devait imprimer un dossier pour la réunion matinale. Elle lança l'impression et s'éclipsa pour se servir un thé, la machine étant capricieuse et lente. Elle ne s'absenta pas longtemps, mais ce fut suffisant. Lorsqu'elle revint, le dossier était imprimé et à côté, sur le bac de sortie, gisait une autre feuille qui n'était pas la sienne. Une feuille qui n'aurait jamais dû sortir de son sac à main. Un compte-rendu médical. 6 semaines de grossesse.
triplé. Élodie s'empara du papier d'un geste vif, mais elle n'était pas seule dans le couloir. Nathalie se tenait à 2 mètres de là, des documents à la main, et l'expression sur son visage dit tout à Élodie. Elle avait vu. Et ce n'était pas un hasard. La nouvelle fit le tour des bureaux en moins de 2 heures. Élodie le sentit immédiatement. Le climat de l'entreprise possédait ce canal de transmission souterrain qui n'est ni tout à fait un ragot, ni tout à fait une information officielle. C'était une onde de choc silencieuse qui se lisait dans les regards fuyants des collègues et dans le changement de ton des conversations banales. Julien Rochefort sortit de son bureau à 10h03. Il s'arrêta devant le bureau d'Élodie. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-il sans préambule. Élodie leva les yeux. Elle ne répondit pas tout de suite, et dans cette seconde de silence, qui n'était pas de l'hésitation mais une pesée, résidait toute la complexité de la situation. Car la vérité était oui, mais la vérité était aussi bien plus vaste que cela. « Oui, finit-elle par dire. « Et le père ?» Élodie ferma un document sur son écran d'un mouvement calme. Elle ne le regardait pas en le faisant. Puis elle se tourna vers lui. « Le père n'est pas dans le tableau. » Julien resta immobile pendant quelques secondes. Élodie crut lire quelque chose en lui, ni de la colère, ni de la peine, mais une sorte de perplexité profonde, comme un homme essayant de faire entrer des pièces de puzzle dans un cadre trop petit. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda-t-il enfin. La question était d'une précision inattendue, ni intrusive, ni sentimentale, juste concrète. « Non, » répondit Élodie. « Merci. » Qu'il retourna dans son bureau. Élodie resta avec cette sensation de verre brisé en elle, ce sentiment d'une situation qui lui échappait totalement, et dont la seule réponse était de continuer à avancer. Claire Vallet appela Élodie dans l'après-midi. Elle ne vint pas physiquement. Elle fit un signe depuis le couloir à travers la vitre, un geste qui se voulait amène. Élodie sortit. « J'ai appris », commença Claire avec un sourire calibré entre la compassion et autre chose. « C'est compliqué, j'imagine. »« Pas particulièrement », répliqua Élodie. Claire inclina légèrement la tête. « Julien est un homme spécial. C'est un travail délicat d'être proche de lui et de porter tant de choses à côté. » Elle marqua une pause. « Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. » Pas vraiment. Claire était de ces personnes habituées à ce qu'on lise entre leurs lignes, sans avoir à parler clairement. Élodie était de celles qui avaient grandi dans un milieu où le non-dit était un luxe réservé à ceux qui n'avaient rien à perdre. Si vous avez besoin de conseils sur la façon de gérer votre situation ici, n'hésitez pas, dit Claire, son sourire inchangé. Je suis là depuis très longtemps. Merci, répondit Élodie avant de retourner s'enfermer dans son travail. Le soir, Geneviève l'appela. Élodie s'assit par terre dans sa cuisine, pas sur une chaise mais à même le sol car cela l'aidait parfois à se sentir ancrée, et lâcha « Je suis enceinte de triplé ». Geneviève ne répondit pas tout de suite. Puis un long soupir retentit, suivi d'une voix calme. « Combien de semaines ?»« 6. Es-tu en bonne santé ?»« Oui. »« Alors, nous avons le temps de parler du reste. Viens ce soir, je prépare le dîner. » Élodie y alla. Le repas fut simple, une soupe, du pain, le silence apaisant de la cuisine. Et Geneviève écouta sans l'interrompre, avec cette facilité d'écoute qui était l'un des rares cadeaux qu'Élodie savait accepter sans se sentir redevable. « Le père, c'est cet homme. » conclut Geneviève. Ce n'était pas une question. Élodie fixa sa tasse. « Oui. Et il ne sait pas. »« Non. » Geneviève resta longtemps silencieuse. Puis elle dit « Pas Élodie, un enfant, c'est une chose. 4 enfants, c'en est une autre. » Elle marqua un temps d'arrêt. « Ce n'est pas ma décision. Ça ne l'a jamais été. Mais nous parlons ici de plusieurs vies qui vont grandir à tes côtés. »« Je le sais. »« Le sais-tu vraiment ?» Élodie releva la tête. Je sais que c'est plus complexe que ce que j'ai la force de décrire pour l'instant, et je sais que je ne ferai pas d'erreur. Elle marqua une pause. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Geneviève hocha la tête et se tut. Elle était la seule personne qui n'avait jamais dit à Élodie quoi faire, et c'était sa plus grande marque de soutien. La 6e semaine apporta un nouveau problème. Élodie reçut un avis de son propriétaire, une lettre brève, sans aucune touche personnelle, de celle qu'écrivent les avocats, l'informant que l'appartement était vendu et qu'elle avait 60 jours pour quitter les lieux. Le signataire de l'acte de vente était une société domiciliée en centre-ville. Le nom du gérant ne disait rien à Élodie. Marcel lui apprit, comme par hasard le lendemain, qu'elle avait entendu dire que Claire Vallet venait d'investir massivement dans l'immobilier locatif en centre-ville. Élodie rangea soigneusement la lettre dans son sac. Elle ne dit rien.
Trouver un nouvel appartement avec une grossesse multiple, un enfant en rééducation et un salaire qui couvrait à peine les soins et la nourriture n'était pas un mince défi. Élodie en mesurait toute l'ampleur et ne s'autorisait aucune panique. La panique était un luxe qui coûtait toujours plus cher qu'il ne rapportait. La même semaine, Julien Rochefort lui demanda, presque en passant, si tout allait bien car il la trouvait pensive. « Le logement, répondit Élodie, car la simplicité était le chemin le plus court. Je dois déménager. » Il la regarda avec une attention qui n'était pas de la pitié. « Quand ?»« Dans 2 mois. » Il hocha la tête et ne posa plus de questions. Mais Élodie remarqua que quelque chose s'était verrouillé derrière son regard, ce mécanisme silencieux qui signifiait qu'une information avait été enregistrée pour être traitée plus tard. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Marcel vint la voir le lendemain avec un message de la part du directeur. L'entreprise possédait un appartement de fonction inoccupé en centre-ville, un T3 fonctionnel. Si elle avait besoin d'une solution temporaire, il était à sa disposition. Élodie accepta. Non sans hésitation, car accepter de l'aide a toujours un prix, et Élodie avait l'habitude de peser ce prix à l'avance. Mais l'appartement était un problème concret, et c'était une solution concrète. Mathis avait besoin de stabilité, pas d'héroïsme. Ils déménagèrent en 1 semaine. L'appartement était dans un immeuble des années 70, propre et lumineux, avec des fenêtres donnant sur un vieux marronnier dans la cour. La première chose que fit Mathis fut d'inspecter chaque recoin avec sa systématique habituelle. Puis il revint vers Élodie et déclara « C'est bien ici, il y a de la place pour mes maquettes de bateau. » Élodie s'assit par terre à côté d'un carton et rit. Un vrai rire, sans retenue, qui la surprit elle-même. Oui, il y a de la place. 8 semaines après l'installation, Élodie reçut l'appel d'une femme dont elle ignorait le nom. Elle ne se présenta pas, dit simplement qu'elle était une mère et qu'elle avait été proche de la mère d'Élodie. La voix était basse, tendue, chargée d'un poids ancien. « De quelle mère parlez-vous » demanda Élodie. « De votre mère biologique » répondit la femme. Élodie resta pétrifiée. « Je ne sais pas qui vous êtes » finit-elle par lâcher d'un ton sec. « Je sais. Écoutez-moi, je vous en prie. » Elle marqua une pause. « Votre mère est mon amie, elle vous cherche depuis des années. » C'était une conversation pour laquelle Élodie n'était pas prête, coincée entre le déménagement, les examens prénataux et les séances de kiné de Mathis. Elle dit « Je ne peux pas maintenant » et raccrocha. Mais elle ne put oublier cette voix. Le soir même, elle s'installa à table pendant que Mathis dormait et tenta de rassembler tout ce qu'elle savait d'elle-même depuis le début. Elle était née, selon les registres du foyer, de parents inconnus. Geneviève, qui était là quand Élodie était arrivée toute petite, n'en savait pas plus que ce qui figurait dans les dossiers. Perdue, retrouvée, placée. Aucun contact de la famille, aucune recherche signalée, ou du moins, aucune recherche dont on l'aurait informée. Élodie se coucha en essayant de chasser ses pensées. Mais dans l'anxiété qui l'habitait cette nuit-là, se mêlait de façon inattendue une pointe de curiosité qu'elle ne savait comment gérer. La 10e semaine vit l'arrivée d'Auguste Rochefort. Le père de Julien n'était pas homme à passer inaperçu. Il dégageait une présence qui remplissait l'espace, non par le bruit, mais par une sorte de poids souverain, conscient de lui-même, sans être agressif. 68 ans, le dos droit, des cheveux blancs impeccablement coiffés, et des yeux qui observaient avec un mélange d'acuité et de lassitude. Il était venu voir Julien, une visite de routine d'après Marcel, mais il s'arrêta devant le bureau d'Élodie. Il ne dit rien tout de suite. Il regardait. Élodie leva les yeux de son dossier et attendit. Elle n'était pas intimidée par Auguste Rochefort. Elle avait grandi entourée d'adultes exigeants et savait qu'il fallait leur faire face sans baisser la tête. « C'est vous, la nouvelle assistante ?» demanda-t-il. « Oui. » Élodie Lebris. « Savez-vous que Julien n'est pas un homme facile ?» La question était d'une franchise désarmante. Élodie la reçut avec calme. « Dans l'ensemble, oui. » Auguste Rochefort jeta ensuite un coup d'œil à sa grossesse, qui, à 10 semaines, était à peine décelable pour le commun des mortels, mais pas pour lui. Et il y eut dans son regard une sorte de réflexion muette. « Combien d'enfants avez-vous ?»« Un fils, et 3 autres qui arrivent. » Auguste Rochefort se figea. Ce n'était pas de la surprise, mais l'expression d'un homme qui voit des pièces s'assembler lentement dans son esprit, avec cette fatalité tranquille à laquelle on ne peut résister. Élodie ne comprit pas tout de suite. Elle ne comprendrait que quelques semaines plus tard. Mais à cet instant, le vieil homme se contenta de hocher la tête et entra dans le bureau de son fils. Élodie entendit, à travers la vitre, les voix du père et du fils, basses, mesurées,
avec une inflexion plus émotive que d'habitude de la part d'Auguste. Elle ne pouvait pas entendre leurs mots. Elle n'en avait pas besoin. C'était le jour où les choses commençaient à bouger différemment. Non pas plus vite, mais plus en profondeur, comme si le sol sous toute cette histoire devenait soudainement meuble, laissant remonter à la surface une vérité qui n'attendait qu'à être découverte. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la visite d'Auguste, quand les choses commencèrent à se fissurer, doucement, avec la précision des objets qui ont craqué depuis longtemps sans que personne ne veuille le voir. Claire Vallet changea de tactique. Elle ne se contentait plus de petits sabotages ou d'insinuations feutrées. L'appartement avait été acheté et Élodie en était partie. Le licenciement que Claire avait probablement espéré n'avait pas eu lieu, Élodie s'étant rendue trop indispensable pour être écartée sans motif sérieux. Alors Claire commença à jouer sur un autre terrain. Elle commença à parler de « l'héritière ». Élodie entendit ce nom pour la première fois de la bouche de Marcel, qui le lâcha presque par mégarde, une de ces phrases dites sans intention, mais qui en disent trop pour être ignorées. « Les Lambert ont encore été voir Auguste », dit-elle un matin en rangeant des dossiers. « Ils pressent Julien d'officialiser l'accord. »« Quel accord ?» Marcel s'interrompit, dossier en main. Elle avait l'air de quelqu'un qui réalise qu'il en a trop dit, mais qu'il est trop tard pour reculer. Une vieille affaire de famille. Deux familles, les Rochefort et les Lambert, avaient un pacte. Leurs enfants, Julien et la fille Lambert, devaient s'unir. On dit que la petite fille a disparu quand elle était enfant. Jamais retrouvée. Les Lambert prétendent que l'accord est toujours valable. Élodie la fixa calmement. Et Julien? Julien dit qu'il n'a aucune intention de conclure un mariage basé sur un accord plus vieux que lui. Marcel posa le dossier. Mais Auguste y croit. Et Claire? Elle marqua une pause. Claire va voir les Lambert et leur dit que l'accord est menacé à cause de vous. Élodie enregistra l'information sans réaction apparente. « Merci de me l'avoir dit. » Marcel sortit. Élodie resta seule avec cette information, comme une pierre brûlante au creux de la main. Une petite fille disparue. Un accord. Claire qui s'en servait comme d'un levier. Et la famille de Julien, habitée par cette loyauté particulière envers le passé, typique des lignées aux mémoires tenaces et aux pères inflexibles. Elle ne pouvait pas encore assembler toutes les pièces. Il en manquait trop. Le banquet eut lieu au cours de la 4e semaine du 8e mois. Auguste Rochefort organisait chaque année ce rassemblement familial et professionnel avec le ritualisme des anciennes générations qui croient que la famille se construit autour d'une table, pas par téléphone. C'était une tradition vieille de 25 ans, selon Marcel, et personne n'aurait songé à la remettre en question. Élodie n'était pas invitée. Elle ne s'y attendait pas. Mais Mathis, lui, l'était. Julien lui avait demandé, des semaines auparavant, de manière informelle, comme il posait les questions d'apparence anodine, si Mathis aimerait venir au déjeuner familial. Élodie avait hésité. Julien avait alors ajouté calmement, « Mon père serait heureux. Il me pose des questions sur lui. » Ce détail avait arrêté Élodie. Auguste Rochefort s'intéressait à Mathis. Elle ne savait que faire de cela, ni comment l'interpréter sans sombrer dans des conclusions sans preuve. Elle accepta que Mathis y aille. Elle l'accompagnerait et resterait dans le hall. Le banquet se tenait dans le manoir des Rochefort en périphérie de la ville, une bâtisse de pierre blanche entourée d'arbres centenaires, aux fenêtres étincelantes d'une lumière chaude. Élodie se gara, fit descendre Mathis, sérieux et impeccable dans sa petite chemise, qui demandait s'il aurait le droit de manger le dessert avant le plat. Elle entra dans le hall. Auguste Rochefort était là. Il discutait avec quelqu'un, mais quand Mathis entra, il se tourna vers lui. Élodie vit alors quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Le vieil homme regarda le garçon comme on regarde une chose que l'on reconnaît. Pas avec une joie démonstrative, pas avec théâtralité, mais avec ce tressaillement imperceptible du visage qui signifie « c'est ce que je cherchais ». Mathis leva les yeux et dit « Bonjour ». « Bonjour, petit », répondit Auguste. Sa voix était différente avec lui, plus douce, habitée par cette chaleur discrète des grands-pères qui s'ignorent. « Sais-tu qui je suis ?»« Le chef du chef », répondit Mathis. Auguste Rochefort éclata de rire, un rire franc qui sembla le surprendre lui-même. Élodie, restée en retrait, observait la scène, envahie par un sentiment indescriptible, un mélange de chaleur, de douleur et de cette peur sourde qui accompagne ce que l'on a trop longtemps gardé pour soi, au moment où cela commence à émerger. Le banquet suivait son cours. Élodie, assise dans un coin du hall avec un thé, observait par les portes ouvertes du jardin Mathis, assis à côté d'Auguste, lui montrant quelque chose sur un papier, probablement des bateaux, son sujet de conversation favori. Claire Vallet était là aussi.
Elle se tenait près de Julien avec l'aisance d'une femme habituée à sa place. Elle jeta un regard à Mathis, et ce regard déplut à Élodie. Ce n'était pas de l'envie, mais une évaluation froide, un calcul. Julien était assis en face de son père. Élodie l'observait de loin. Elle voyait comment il parlait aux invités, comment il écoutait son père, comment il habitait cet espace avec l'aisance d'un héritier qui ne s'y sentait pourtant pas tout à fait chez lui. À un moment, il tourna les yeux vers le hall. Il la vit. Il ne détourna pas le regard tout de suite. Il le soutint un instant, avec cette intensité silencieuse qui en disait plus qu'il n'aurait voulu. Puis il retourna à sa conversation. Élodie finit son thé. 12 minutes avant la fin du banquet, la panique s'empara du jardin. Élodie entendit le cri de Mathis, aigu, terrifié, et elle fut sur pied avant même d'avoir formulé une pensée. Elle se précipita dehors et vit, Mathis était au sol, le visage cramoisi, les mains serrées sur sa gorge, les yeux révulsés d'une manière qui dit immédiatement à Élodie ce qui se passait. Une allergie, la même qu'à l'hôpital. Elle s'agenouilla près de lui. « Qu'est-ce que tu as mangé ?»« Un gâteau » articula-t-il avec peine. « Je pensais que... » Il ne put finir sa phrase. Élodie regarda vers la table, une tartelette sur une petite assiette avec une crème d'un jaune suspect. Elle comprit aussitôt de la mangue. Mathis y était violemment allergique. Chaque pédiatre l'ayant vu le savait, et aucune étiquette ne le mentionnait sur ce buffet. Quelqu'un l'avait caché. « Est-ce que quelqu'un a de l'adrénaline » hurla Élodie. La foule autour d'elle était confuse, inerte, pleine de bonnes intentions mais dépourvue de moyens. Julien Rochefort se trouvait à 10 mètres de là. Au cri d'Élodie, il se retourna, vit Mathis et fut près d'eux en 1 seconde. Il ne posa pas de questions. Il ne fit pas de mélodrame. Il sortit de la poche intérieure de sa veste un petit étui, le genre de matériel médical d'urgence que certains hommes prévoyants portent sur eux, et administra lui-même l'injection avec une précision chirurgicale. Mathis lutta pour son souffle encore 1 minute ou 2. Puis les couleurs de son visage commencèrent à redevenir normales. Élodie était près de lui, une main sur son visage, l'autre crispée au sol, sans dire un mot, car dans les moments de danger pur, le silence est la seule réaction rationnelle. Julien resta à leur côté. Quand Mathis put enfin poser les yeux sur Julien, avec cette franchise des enfants qui n'oublient rien, il dit « C'est la 2e fois que vous me sauvez. » Julien se figea. « La 2e fois ? Vous étiez à l'hôpital, avec les médicaments. Maman a dit qu'elle ne savait pas qui c'était, mais moi je sais. Je vous ai vu. » Mathis hocha la tête avec sérieux. « Merci. » Julien leva les yeux vers Élodie. Et Élodie sentit que ce qu'elle avait gardé si fermement serré pendant des années commençait à céder. Pas avec fracas, pas brutalement, mais avec cette inévitabilité tranquille de la glace qui fond au premier rayon de soleil. « Qui a mis de la mangue dans ce gâteau ?» demanda Julien. Sa voix était calme, mais d'un calme qui était l'exact opposé de la sérénité. Élodie regarda vers la table. Nathalie était là, un peu à l'écart, avec une expression trop innocente pour être honnête. Julien suivit son regard. « Marcel, dit-il d'une voix basse à l'assistante qui se trouvait juste derrière lui, appelle l'avocat et dit à Claire de rester ici. » Ce qui suivit se déroula devant tous les invités du banquet. Et Élodie eut longtemps l'impression d'assister à un mélange de procès et de confession, sans tribunal, sans cérémonie, porté par la seule force de ce qui ne peut plus rester caché. Nathalie fut confrontée sans accusation directe, juste une question. Julien Rochefort était de ceux qui savent qu'une question posée au bon moment est plus efficace qu'une sentence. « Savais-tu que l'enfant était allergique à la mangue ?» Nathalie répondit trop vite. « Comment l'aurais-je su ?»« Par le dossier médical interne remis à l'entreprise pour les besoins de l'assurance santé. Un dossier qui se trouvait dans les archives que tu gères. » Nathalie se tut. « Et qui a préparé ce gâteau ?» Un silence pesant s'installa. Du coin du jardin, un bruit se fit entendre. Quelqu'un tentait de s'éclipser par une porte latérale. L'un des serveurs que Claire Vallet avait engagé, un jeune homme qu'Élodie ne connaissait pas, regarda vers Claire, puis, avec l'expression de celui qui a compris qu'il n'était pas rentable d'être loyal, déclara d'une voix forte « C'est mademoiselle Vallet qui nous a envoyés. Elle nous a dit que l'enfant devait sortir du tableau. » Silence de mort. Claire Vallet se tenait là, un verre à la main, le visage pétrifié. Auguste Rochefort se leva de sa chaise plus lentement que d'habitude, avec le poids d'un homme qui comprend que ce qu'il entend change tout, irrémédiablement. « Claire », dit-il simplement. Un seul mot qui portait 50 ans de connaissance et toute la douleur de découvrir qu'un proche est un étranger.
Claire posa son verre. « Je l'ai fait pour l'accord, dit-elle, sa voix plus proche d'un sanglot que d'une parole. Pour l'accord et pour la promesse faite il y a des années. Cette femme n'a rien à faire ici. Cet enfant n'a rien à faire ici. Tout devait être pour... »« Pour qui ?» demanda Julien d'une voix basse, dénué d'émotions apparentes mais chargé de toute la lassitude d'un homme arrivé au bout de sa patience. Claire ne répondit pas. Les serveurs furent emmenés par Marcel et un autre homme que Julien n'avait appelé. Nathalie restait immobile. Julien Rochefort revint vers Mathis, assis sur un banc, observant la scène avec ce calme qui était soit du courage, soit l'inconscience de l'enfance, peut-être les deux. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Mathis. « Est-ce que c'est une méchante dame ?» C'était une personne effrayée qui a pris de mauvaises décisions. Mathis réfléchit. « C'est triste. »« Oui, » admit Julien. « C'est triste. » Il regarda Élodie. Et Élodie vit dans ce regard tant de choses qu'elle ne sut comment les ordonner. Une question, quelque chose de plus ancien qu'une question, et ce qui ressemblait à une reconnaissance qu'il ne voulait pas encore nommer. Elle ne pouvait plus attendre. « Tu dois savoir quelque chose, » dit-elle. Julien resta immobile. Il attendait. « Pas ici, » murmura-t-elle, « pas maintenant. »« Mais tu dois savoir. » Il hocha la tête une fois. Et ce hochement portait, Élodie le savait avec certitude, tout ce qui ne peut se dire par des mots faciles, tout ce qui avait attendu 7 ans dans le silence entre une nuit oubliée et cet instant précis. Le lendemain du banquet baignait dans ce silence particulier qui suit les tempêtes. Non pas un silence de mort, mais un silence où l'air semble encore vibrer de tout ce qui s'est passé. Élodie emmena Mathis chez Geneviève tôt le matin. La vieille dame ouvrit la porte, scruta le visage d'Élodie et ne posa aucune question. Elle prit simplement Mathis par la main, lui annonça qu'elle avait du pain frais et qu'elle avait besoin d'aide pour le beurrer car son arthrite la chagrinait et l'entraîna vers la cuisine. Élodie resta un instant dans l'entrée puis entra à son tour. « Ce soir, je vais lui parler, » dit-elle. Geneviève la regarda, une tasse de thé à la main, avec cette sérénité qui n'était pas de l'indifférence, mais une compréhension profonde. « En es-tu sûre ?»« Non, » répondit Élodie. « Mais ça ne m'a jamais arrêté. » L'entretien eut lieu au bureau. Ce n'était pas une réunion formelle. Pas de rendez-vous pris, pas d'annonce officielle, mais Julien Rochefort avait demandé à Marcel de ne pas être dérangé pendant 1 heure, et cela suffit à Élodie pour comprendre. Elle entra et s'assit en face de lui, un peu sur le côté pour ne pas donner l'impression d'une confrontation. Julien se tenait près de la fenêtre. Il ne s'assit pas. « L'histoire est longue, » commença-t-elle. « J'ai tout mon temps. » Élodie prit une inspiration nécessaire et commença son récit. Elle raconta cette nuit d'il y a 7 ans. La fête, la boisson qui, elle l'avait compris plus tard, avait dû être trafiquée à son insu. Elle n'était pas du genre à perdre le contrôle, elle savait distinguer ses états normaux. Elle raconta comment elle était rentrée chez elle le matin et comment elle avait réalisé 1 semaine plus tard qu'elle était enceinte. Elle expliqua qu'elle n'avait aucun moyen de retrouver cet homme. Elle était étudiante, sans contact dans ces milieux, et elle était, c'était la vérité, trop fière pour chercher ce qu'elle ne savait pas si elle pourrait trouver. Elle dit qu'elle avait continué, qu'elle avait élevé Mathis et que Mathis avait été dès le premier jour une raison suffisante à tout. Julien écouta sans l'interrompre. « Quand m'as-tu reconnu ?» demanda-t-il enfin. « À l'hôpital, le matin de notre sortie, sur l'écran. » Un court silence. « Et quand as-tu compris que... » ?»« Depuis toujours. Je n'avais pas de preuves, mais... » Elle s'interrompit. « Mathis te ressemble. » « Pas un peu. Énormément. » Julien se détourna de la fenêtre et la regarda avec cette précision qui n'était ni de la colère ni de la douleur. C'était quelque chose de plus profond. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite, au bureau, le premier jour? Parce que j'ai un fils de 6 ans que j'ai élevé seul, parce que je pèse chaque décision qui affecte sa vie avec soin, parce que je ne pouvais pas prévoir ta réaction et je n'étais pas prête à risquer la sécurité de Mathis sur une intuition. Julien resta longtemps silencieux. « Je comprends », finit-il par dire. Ces 2 mots pesèrent plus lourd que de longues phrases. Non parce qu'ils étaient beaux, mais parce qu'ils étaient justes. « Et le nouveau ?» demanda-t-il en désignant sa grossesse. « Oui. » Élodie le regarda droit dans les yeux. « C'est le même père. » Un silence épais emplit la pièce. Julien s'assit. Il resta un moment sans parler, les mains jointes devant lui, le regard fixé sur son bureau. Élodie ne le pressa pas. C'était une qualité qu'elle avait acquise au fil des épreuves. Une patience qui n'était pas de la passivité, mais une préparation. « J'ai besoin d'un test, dit-il enfin. »« Bien sûr, répondit Élodie.
Ce n'est pas un doute, ajouta-t-il en la regardant. J'ai juste besoin de l'avoir en main pour tout ce qui va suivre. Élodie hocha la tête. Elle comprenait la nuance. Le test fut prêt en 4 jours. Julien le lut seul dans son bureau. Élodie attendant près de la porte. Il ne l'appela pas pendant sa lecture. Puis il ouvrit la porte et dit « Entre ». Il posa le papier sur le bureau devant elle. Élodie regarda les chiffres qu'elle comprenait. Elle les comprenait depuis longtemps. Elle n'avait pas attendu qu'il confirme ce qu'elle savait, mais les voir noir sur blanc était tout de même un choc. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Julien se tenait de l'autre côté du bureau avec une expression qu'Élodie ne sut identifier immédiatement. Une responsabilité réelle, pas feinte, et quelque chose en dessous qui ressemblait à ce qu'on ressent quand on réalise l'ampleur de ce qu'on a reçu. « Maintenant, je vais te dire ce que je ressens, commença-t-il, et j'espère que tu me donneras une réponse similaire. » Élodie attendit. « Je ressens de la culpabilité, dit-il franchement, parce que c'était une nuit dont je n'avais moi-même que des fragments, et je sais que c'était une manipulation. Je sais qui a fait ça, et j'en ai eu la preuve longtemps après, mais je n'avais pas assemblé les pièces correctement. » Il marqua une pause. « Et je sens que je te dois plus que ce qu'un homme peut donner en 1 heure de conversation. » « Tu ne me dois rien, répliqua Élodie. « Mathis est à moi, c'est ma responsabilité. Je ne suis pas ici pour réclamer des dettes. Je sais que tu n'es pas là pour ça. » Julien détourna le regard vers la fenêtre. « Mais je suis là maintenant. Et je n'ai pas l'intention d'être un père qui le voit de temps en temps à Noël et lui envoie une carte pour son anniversaire. » Élodie l'observa longuement. « Mathis est quelqu'un de déterminé, dit-elle enfin. Il a un avis sur tout. Ça peut être difficile. Il me ressemble, apparemment. » Ce fut le seul instant de légèreté. Non pas un humour qui ôtait le sérieux de la situation, mais un moment qui disait qu'ils étaient tous deux conscients de l'absurdité, de la lourdeur et de la possibilité qui s'ouvrait simultanément. « Parle à Mathis, dit Julien, de la manière qui te semble juste. Je serai là quand il dira qu'il veut me voir. » Élodie se leva. « Et pour l'autre, ajouta Julien en désignant son ventre. Je veux être impliqué, dès maintenant, à chaque étape. » Je sais, répondit Élodie. Et elle sortit. Elle le dit à Mathis 1 semaine plus tard. Elle ne choisit pas de moment particulier, elle n'avait pas de scénario. Car Mathis était un enfant qui décelait la théâtralité et ne s'y fiait pas. Ils étaient assis dans la cuisine. Mathis mangeait ses céréales, et Élodie dit simplement « Cet homme, Julien, c'est ton papa. » Mathis s'arrêta de manger. Il la regarda, sa cuillère en l'air. « C'est vrai ? C'est vrai. Est-ce qu'il le sait ? Il le sait maintenant. » Mathis réfléchit un court instant, mais avec sérieux. « Est-ce qu'il aimerait être mon papa ?» Il a dit qu'il le voulait. Mathis reprit son repas. « Alors c'est d'accord, décréta-t-il. » Élodie l'observa et pensa que parfois, la simplicité des enfants est la seule philosophie valable, non pas naïve, mais pure. Auguste Rochefort l'apprit la même semaine. Julien le lui dit lui-même lors d'une conversation privée à laquelle Élodie n'assista pas et dont Julien ne lui rapporta que l'essentiel. Son père avait pleuré. Auguste Rochefort ne pleurait pas souvent, d'après ce qu'Élodie avait entendu. Mais il avait pleuré ce jour-là, de ces larmes qui ne viennent pas de la tristesse, mais de quelque chose de plus profond, du sentiment que ce qu'on croyait perdu a enfin été retrouvé. La semaine suivante, Auguste vint au bureau. Il ne s'annonça pas. Il entra, s'approcha du bureau d'Élodie et la regarda d'une manière totalement différente de la première fois, non plus avec évaluation, mais avec ce qui ressemblait à la prudence d'un homme voulant dire quelque chose d'important sans savoir par où commencer. « Je ne sais pas grand-chose de vous, finit-il par dire. »« Vous ne savez rien, répondit Élodie, sans agressivité. « C'est vrai. » Il marqua une pause. « Me permettrez-vous de changer cela ?» Élodie le regarda. Auguste Rochefort était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, mais il n'y avait aucune arrogance dans sa demande. C'était autre chose. C'était la voix d'un vieil homme qui avait longtemps attendu ce qu'il ne pouvait pas acheter. « Doucement, dit Élodie. Mathis va à son propre rythme. Je comprends. Et moi aussi. » Il hocha la tête. Et dans ce hochement, il y avait une sorte d'humilité qui ne s'invente pas. Elle se reçoit. Au cours de la 10e semaine après le banquet, Élodie reçut un appel. C'était la même femme que précédemment, celle qui prétendait connaître sa mère biologique. Mais cette fois, sa voix était différente, non plus insistante, mais calme, habitée par la certitude tranquille d'une chose mûrie de longue date. « J'espère que vous pourrez m'écouter un peu, » commença la femme. « Vous n'avez pas besoin de me croire tout de suite, mais il existe au foyer de Nantes
un registre des arrivées vieux de 25 ans. Et dans ce registre, il y a le nom d'une petite fille arrivée sans papier, sans famille, avec pour seule note qu'elle avait été trouvée errante et effrayée. « C'est mon nom dans le registre », répondit Élodie. « Oui. Et à côté de votre nom, il y a une note de la directrice mentionnant que la petite fille portait un pendentif, un petit cœur en argent avec les initiales DR. » Elle marqua une pause. D pour Delaunay, R pour Rochefort. Élodie resta pétrifiée. « Votre mère vous a cherché tout ce temps, » continua la femme. « Chaque année, elle n'a jamais cessé. »« Qui êtes-vous » demanda Élodie. « Une amie. Qui voulait être sûre que vous étiez protégée avant qu'elle ne vous retrouve ?» Élodie reposa lentement son téléphone. Autour d'elle, il y avait cet appartement qui n'était pas le sien mais où Mathis se sentait chez lui. Elle en était à sa 13e semaine de grossesse et tout se passait bien. Elle avait un travail et un homme qui apprenait lentement, sans précipitation, ce que signifiait être père. Et elle avait maintenant cette information, sourde, immense, avec ce tranchant qui était à la fois terrifiant et porteur d'espoir. Geneviève. Élodie appela Geneviève. La vieille dame décrocha à la 3e sonnerie, et quand Élodie lui rapporta ce qu'elle avait entendu, il y eut à l'autre bout du fil un long silence qui n'était pas de la surprise. C'était le silence de quelqu'un qui avait gardé un secret faute de connaître le bon moment pour le révéler. « Geneviève, » murmura Élodie, « sais-tu quelque chose ?»« Ça n'a pas tout, » admit Geneviève, « mais le pendentif, je le connais, je l'appelais le petit argenté, et je l'ai gardé dans le tiroir de mon bureau. » Elle marqua une pause, sa voix plus douce que d'habitude. « Je te protégeais, Élodie. Je ne savais pas si les tiens étaient sûrs. Je ne savais rien d'autre que le fait que tu étais là et que c'était à moi de veiller sur toi. » Élodie ne répondit pas tout de suite. Puis elle demanda « Sais-tu que Delaunay est le nom de la famille de l'accord ?» Silence. Plus long qu'encore. « Oui, finit par lâcher Geneviève. Et dans ce seul mot résidait tout un chapitre que ni l'une ni l'autre n'avaient encore osé ouvrir à voix haute. Élodie s'assit par terre dans sa cuisine, le dos contre le mur froid, et ressentit ce sentiment particulier qui survient quand trop de choses s'emboîtent d'un coup, non pas le chaos, mais quelque chose de pire, l'ordre. Un ordre qui révèle que ce que l'on croyait être le fruit du hasard n'avait, en aucun point, été fortuit, et que le chemin qui semblait être le nôtre était en réalité une trace tracée depuis longtemps, que l'on suivait sans le savoir. Pendentif DR Diane Delaunay. Et elle, Élodie Lebris du foyer de Nantes, qui ignorait ses origines, mais qui avait toujours senti cette ombre sous ses souvenirs, cet espace vide derrière lequel se cachait quelque chose qu'elle ne parvenait pas à invoquer. Elle n'avait pas toujours été Élodie Lebris. Elle avait été quelqu'un avant cela, quelqu'un avec un autre nom, quelque chose qu'une petite fille de 5 ans avait perdu en même temps que le pendentif que Geneviève avait gardé dans son tiroir pendant un quart de siècle. Les informations de ce genre ne peuvent pas simplement cohabiter avec le quotidien. On ne peut pas les ranger comme un dossier qu'on lira demain. Elles s'insinuent dans le corps et y restent, remodelant chaque certitude que l'on a sur soi-même, qui l'on est, d'où l'on vient et pourquoi tout au long de sa vie, on a eu l'impression qu'il manquait quelque chose dont on n'avait pas le nom. Élodie ne dit rien à Julien le lendemain, ni le jour suivant. Ce n'était pas un silence intentionnel, mais le silence d'une personne qui a besoin d'un peu de temps pour mettre de l'ordre dans ses pensées, afin de pouvoir les exprimer sans s'éparpiller. Julien le comprit. Il ne posa pas de questions. Il lui laissa cet espace qui n'était pas de l'indifférence, mais du respect pour un rythme qui n'était pas le sien. 10 jours passèrent. Pendant ce temps, Élodie discuta 2 fois avec Geneviève. De longues conversations, le soir, autour d'un thé refroidi qu'elle buvait quand même jusqu'à la lit, car il n'était pas question d'interrompre le fil du récit. Geneviève, au cours de ces échanges, livra tout ce qu'elle savait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était précis et conservé avec le soin de celle qui comprenait qu'elle gardait un bien d'autrui en dépôt. La petite fille était arrivée au foyer sans parents. Elle avait été amenée par un agent de police local qui l'avait trouvée effrayée à la lisière d'un parc, sans chaussures, avec un pendentif autour du cou et sans aucune information cohérente sur sa provenance ou ses parents. Elle avait, selon l'estimation du médecin, entre 4 et 6 ans. Elle n'avait prononcé aucun nom qui pût orienter les recherches. « Tu parlais normalement », se souvint Geneviève. « De manière articulée même. Mais tu restais muette sur tes origines. Comme si tu avais choisi de ne pas dire. » « Ou comme si je ne pouvais plus m'en souvenir », suggéra Élodie. « C'est possible aussi. » Geneviève regarda sa tasse. « Nous t'avons pris le pendentif car nous avions peur que tu ne le perdes.
Je voulais te le donner quand tu serais grande, quand je pourrais te demander si quelqu'un t'avait déjà dit ce que ces lettres signifiaient. Mais tu es partie à l'école, puis à la fac, puis tu as eu Matisse, et j'ai toujours pensé que ce n'était pas encore le bon moment. Geneviève, je sais, j'ai eu tort. Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le faire. Geneviève se leva et se dirigea vers le tiroir de son bureau, ce vieux bureau en chêne qui trônait dans son bureau depuis toujours, qu'Élodie connaissait par cœur depuis l'enfance, chaque éraflure et chaque fissure, et en sortit une petite boîte. Elle la posa devant Élodie. À l'intérieur se trouvait le pendentif, argenté avec une patine témoignant des années passées, une fine plaque en forme de cœur portant les lettres gravées DR. Élodie le prit en main. Il était léger, bien plus léger que le poids de ses années. La célébration de l'anniversaire du foyer eut lieu fin octobre. Geneviève l'organisait chaque année, non pas une grande cérémonie, mais un déjeuner convivial pour tous ceux qui étaient passés par là, les directrices et assistantes successives, les amis de l'institution qui l'avaient soutenue au fil des décennies. C'était le genre de rituel qui forge l'identité d'une communauté, discret mais chaleureux, avec cette détente particulière qui naît quand tous ceux autour de la table sont d'une certaine manière parents, même sans lien de sang. Élodie y venait chaque année. Celle-ci, elle y tenait particulièrement. Elle amena Matisse, déçue de ne pas pouvoir dessiner de bateau, mais ravie de voir que Geneviève avait des croissants au chocolat, et s'installa à cette table familière près de l'entrée avec le confort tranquille de celle qui est à sa place. Elle ignorait que Geneviève avait agi. Elle ignorait que Geneviève, des semaines auparavant, avait contacté la famille, non pas les Lambert, qui avaient leurs propres questions juridiques et patrimoniales distinctes de tout aspect personnel, mais la mère. Une femme qui, pendant des années, avait suivi le peu qu'elle pouvait suivre, qui venait à Nantes chaque automne et marchait dans la rue devant le foyer, non pour y entrer, mais simplement pour être proche. Une femme qui gardait la photo d'une petite fille de 5 ans dans sa poche et qui, à chaque fête, chaque célébration, cherchait quelque chose dans le visage des femmes adultes. Geneviève l'avait invitée. Elle lui avait simplement dit « Venez, et ne dites rien tout de suite ». Élodie reconnut la femme qui entra avec Geneviève, non pas personnellement car elle ne l'avait jamais vue, mais elle reconnut le sentiment. Il y a une façon dont certains visages vous regardent qui n'est pas le regard curieux d'un étranger. Quelque chose de plus ancien et de plus proche. La femme s'appelait Marie Delaunay. Elle avait une 60aine d'années, des cheveux sombres, striés de blanc, et un regard marqué par cette lassitude particulière des gens qui ont longtemps attendu. Elle était vêtue avec soin, sans prétention. Et quand elle entra et vit Élodie, elle s'arrêta sur le seuil d'une manière qui n'avait rien de théâtral. C'était simplement vrai. Élodie se leva. Elle ne savait que dire. Geneviève se tenait un peu à l'écart et les observait avec le calme d'une vieille femme qui avait patiemment attendu cet instant et qui en était désormais le simple témoin. « J'ai une photographie », finit par dire Marie Delaunay. Sa voix était basse, un peu tremblante, mais ferme au fond. Elle sortit de son sac une petite photo un peu usée par les manipulations, une petite fille de 5 ans, une robe blanche, des cheveux sombres en natte, un sourire qui n'était pas pour l'objectif mais pour quelqu'un hors champ. Élodie regarda la photo longuement. Au bras de la petite fille sur la photo, il y avait un pendentif. Élodie plongea la main dans la poche de sa veste, où depuis que Geneviève le lui avait rendu, elle portait le petit pendentif en argent comme une habitude dont elle n'avait pas d'explication. Elle le posa à côté de la photo. Même forme, même gravure. Marie Delaunay porta la main à sa bouche. Élodie regardait la photo, le pendentif, et n'avait rien à dire, car aucune phrase n'aurait suffi à porter tout ce que cet instant contenait. C'était un moment trop haut et trop large pour le langage, qui exigeait seulement d'être observé et reçu. Matisse, son croissant à la main, s'approcha et regarda la photo. « Maman, c'est toi quand tu étais petite ?»« Oui, » répondit Élodie. Sa voix ne tremblait pas, mais elle était plus ténue que d'habitude. « Tu étais magnifique », décréta Matisse avec le plus grand sérieux avant de repartir en quête d'un autre croissant. Marie Delaunay rit à travers ses larmes, et Élodie comprit, ce rire qui contient à la fois la douleur, le soulagement et tout ce qui arrive quand ce qui a été faux pendant si longtemps devient enfin juste. L'analyse ADN suivit 2 semaines plus tard. Ce fut une procédure simple, sans drame, organisée discrètement par le laboratoire que Geneviève utilisait pour les questions médicales du foyer depuis des années. Les résultats furent sans appel. Élodie Lebris, élevée au foyer de Nantes, était la fille biologique de Marie Delaunay. Le prénom qu'elle portait enfant était Diane.
Le nom complet n'était jamais entré dans les registres du foyer, ceci étant sommaire, juste une fillette, un pendentif, une date d'arrivée. Mais dans les documents de Marie, dans le livret de famille, dans les photos de famille et dans un dossier judiciaire que Marie avait ouvert des années auparavant pour encadrer légalement ses recherches, ce nom figurait clairement et incontestablement Diane Delaunay. Et l'accord qui pesait sur tous deux, que Claire Vallet utilisait comme un levier, qu'Auguste Rochefort respectait avec l'obstination des vieux pactes revêtant pour lui un caractère moral plus que juridique, était un accord de mariage entre la famille Delaunay et la famille Rochefort, conclu quand les enfants étaient petits, et qui, suite à la disparition de Diane, avait été suspendu, mais jamais formellement annulé. Diane Delaunay et Julien Rochefort. Élodie était assise avec ce papier en main, seule dans l'appartement. Mathis dormant dans la pièce d'à côté et ressentait ce mélange sans nom, car il était trop complexe pour en avoir un. Ce n'était pas de la joie ni de la douleur. C'était quelque chose entre la compréhension et ce choc sourd qui survient quand on réalise que tout le chemin parcouru, aussi inattendu, douloureux et imprévisible fut-il, avait un sens qui le guidait depuis toujours. Elle appela Julien. Il était tard. « Il est tard ?» demanda-t-elle. « Je ne dormais pas. » Élodie prit une inspiration. « Tu dois venir demain. Pas au bureau. Quelque part dehors. Je dois te dire quelque chose. Et cette fois, ce n'est ni Mathis, ni la grossesse, ni l'entreprise. C'est autre chose. » Un court silence. « D'accord, répondit-il. Où ça ? Au parc. Celui avec le tilleul devant l'ancien foyer. » Elle savait qu'il saurait. Julien Rochefort arriva au parc par une matinée limpide. Élodie était assise sur un banc, le papier dans sa poche et le pendentif à la main, observant les bancs de bois autour d'elle où il n'y avait personne d'autre qu'une vieille dame avec son chien et un enfant sur une trottinette. Une matinée normale, une matinée ordinaire. Le genre de matinée où se produisent des choses qui ne sont ni normales ni ordinaires. Il s'assit près d'elle, pas tout à fait en face, comme il choisissait toujours cet angle plus intime, sans frontalité. Élodie lui tendit le papier. Il le regarda longtemps. Il ne dit rien pendant les minutes qui s'écoulèrent en silence. Élodie regardait le tilleul, cet arbre ancien qu'elle connaissait depuis son plus jeune âge, depuis le temps où elle courait devant le foyer avec les autres enfants et qui lui avait toujours semblé éternel. « Sais-tu ce que cela signifie ?» demanda-t-il enfin. « Croyez que tu étais... » Julien s'interrompit. Sa voix n'était pas nerveuse. Elle était prudente, avec cette précision de l'homme devant dire une chose exacte, que tu étais la petite fille de l'accord. Oui, un long silence s'ensuivit. Et que mon père, nouvelle pause, que mon père a passé sa vie à exiger que je respecte un accord qui s'était déjà accompli sans que personne ne le sache. Élodie hocha la tête. Julien la regarda avec une expression plus complexe que tout ce qu'on pourrait décrire en un mot. Il y avait du choc, mais pas de panique, quelque chose de plus profond, et ce calme particulier qui survient quand trop de pièces s'assemblent d'un coup. « Te sens-tu » commença-t-il. « Je ne sais pas comment je me sens, avoua franchement Élodie. Je vais me donner un peu de temps. »« Bien sûr. » Puis elle ajouta, « Paris Delaunay n'est pas une mauvaise femme. Elle ne m'a pas perdu exprès. C'était une fête, un enfant qui s'est éloigné trop loin, et quelque chose qui ne pouvait pas être réparé en quelques minutes, mais en des années. » Elle marqua une pause. « Je ne cherche pas un père en son époux. Il n'est plus là. Mais une mère, je ne rejette pas cette possibilité. » Julien regardait devant lui. « Mathis a une grand-mère du côté maternel, dit-il doucement, avec cette légère ironie qui n'était pas cynique mais simplement juste. Et une grand-mère et un grand-père du tien, ajouta Élodie. Julien hocha la tête. Et 4 frères et sœurs en route, compléta Élodie. Il se tourna vers elle. J'attendais le moment pour te dire que le médecin, la semaine dernière, n'a pas dit triplé. Un court silence. Il a dit quadruplé. Julien Rochefort était un homme qui perdait rarement l'équilibre. Mais à cet instant, sur ce banc, près de cet arbre, avec ce papier en main et ces informations qui s'assemblaient en une image trop vaste pour un simple parc matinal, il perdit l'équilibre exactement autant qu'un homme peu habitué à cela peut le perdre. Il lâcha le papier, le ramassa, puis il resta tout à fait silencieux, le regard fixé sur l'arbre, et Élodie vit de profil dans cette partie calme du visage qui ne ment pas, que quelque chose en lui devenait lentement, irrémédiablement, juste. Ce n'était plus seulement de la responsabilité, c'était quelque chose de plus chaleureux. Ce qui suivit ne fut ni rapide ni facile. La nouvelle de l'identité d'Élodie, qui elle était vraiment, ce que le pendentif avait confirmé,
Ce que l'ADN avait prouvé ne put rester un secret entre elle et Julien plus d'une semaine. Auguste Rochefort était un homme disposant d'un réseau d'informations aussi vieux que son entreprise, et son fils n'avait pas l'habitude de lui cacher les choses essentielles, non par peur, mais par ce respect mutuel entre un père et un fils ayant appris à communiquer directement. Julien le lui dit. Élodie n'était pas présente, mais Marcel lui rapporta, avec la prudence de l'homme discret qui n'en dit pas trop, qu'Auguste Rochefort, après avoir entendu, était resté longtemps silencieux, puis avait prononcé une seule phrase « Dieu a été plus patient que moi ». Cela resta gravé en Élodie. Auguste demanda à la voir, non pas au bureau mais au manoir. Élodie accepta et s'y rendit un après-midi avec Mathis, qui insistait pour venir, car il avait, selon ses propres mots, une question sur les bateaux à poser au grand-père, qu'il avait presque rencontré. Le manoir les accueillit portes ouvertes. Auguste était au jardin, assis à une table de pierre sous un vieil arbre, un café refroidissant à ses côtés. Quand il entendit des pas, il se tourna et vit Mathis courir vers lui, un dossier de dessin à la main, nullement intimidé, avec cette franchise qui était sa marque de fabrique depuis la naissance. « Grand-père Auguste ?» lança Mathis tout naturellement, sans préambule. « J'ai une erreur sur un bateau et j'ai besoin d'un avis. » Auguste Rochefort regarda le garçon. Et alors il rit, un rire profond venant du cœur, inhabituel chez lui, mais aussi vrai que tout ce qu'Élodie avait vu chez lui jusqu'alors. « Montre-moi ça, » dit-il. Ils s'assirent ensemble devant le dossier, le vieil homme et le petit garçon, discutant de navires avec ce sérieux qui exclut tout élément superflu. Élodie s'assit à quelques mètres de là et les observa. Un café à la main que Geneviève... Non, c'était Hélène, la mère de Julien, qui était entrée discrètement et l'avait salué sans drame, avec cette chaleur d'une femme qui ne pose pas trop de questions mais ressent tout, lui avait apporté sans qu'elle le demande. Hélène Rochefort était de ces femmes qui avaient traversé beaucoup aux côtés d'Auguste, qui l'avait soutenu durant toutes ces années d'attente, d'inquiétude et de prière pour des héritiers, et qui, Élodie le vit tout de suite, possédait cette capacité particulière d'accueillir ce qui vient sans avoir besoin de le trier immédiatement. Elle s'assit près d'Élodie. « Julien m'a dit que tu étudiais l'informatique, » commença Hélène. « J'ai terminé mes études. Tu as élevé ce petit garçon seul tout en étudiant. » « Oui. » Hélène regarda Mathis et Auguste. « Il est comme Julien à cet âge, pas identique, mais la même structure, la même ligne de pensée. » Elle marqua une pause. Auguste l'a vue tout de suite. « Je sais, » répondit Élodie. « Merci de l'avoir amené. » Élodie regarda Hélène et ressentit quelque chose qu'elle ne sut nommer immédiatement. Mais c'était cette sorte d'acceptation qui ne se prépare ni ne s'énonce, qui se dégage simplement de la façon dont quelqu'un s'assoit près de vous et boit son café, comme si vous aviez toujours été là. Les Lambert étaient une autre histoire. Marie Delaunay n'était pas comme son frère, car Élodie avait appris que la famille Delaunay était complexe à sa manière. Marie était la mère. Le frère, François Delaunay, qui était le chef de famille officiel depuis le décès de l'époux de Marie des années plus tôt, était un homme aux multiples intérêts juridiques et aux rares émotions visibles en surface. François Delaunay demanda un entretien. Élodie accepta, avec Julien à ses côtés, non parce qu'elle avait besoin de lui comme protection, mais parce qu'il avait le droit d'être dans la pièce quand on parlait de noms qui étaient aussi les siens. François Delaunay était un homme d'une 60aine d'années, vêtu avec soin d'une formalité servant d'armure. Il déclara sans détour « Si vous êtes Diane, alors l'accord est valable et cela devrait être officialisé. » Julien répondit avant Élodie. L'accord portait sur un mariage entre deux familles. Les deux familles sont désormais d'accord pour que ce pacte s'accomplisse sur la base de ce qui est et non de ce que quelqu'un d'autre avait prévu. Il marqua une pause. Ce n'est pas à vous de dicter les conditions. François Delaunay regarda Élodie. Je vous offre 5 millions si vous vous retirez. Silence. Élodie le regarda avec cette droiture qui était sa signature, sans colère, sans théâtre, juste la distance pure et calme de celle pour qui de telles offres n'ont aucune prise. Non, dit-elle. Ce n'est pas une question d'argent? Ça ne l'a jamais été. Elle marqua une pause. J'ai grandi sans rien. 5 millions pour certains, c'est un rêve dont ils n'osent même pas parler. Pas pour moi. Non pas parce que je n'ai pas besoin d'argent, j'en ai besoin. Mais parce qu'il y a ici un enfant, d'autres enfants en route, un homme que je connais et en qui j'ai confiance, et une mère qui m'a cherché pendant 22 ans. Il n'y a aucun montant qui puisse changer cette équation. François Delaunay se tut, puis il ajouta «
Paris serait plus heureuse si cela ne se compliquait pas. Marie et moi gérerons cela seuls, trancha Élodie. Sans intermédiaire. François se leva et sortit. Julien resta assis. 5 millions, murmura-t-il doucement. Non pas vers elle, mais vers l'air ambiant, avec un ton mêlé d'étonnement sans surprise. Je sais, tu n'as même pas scié. Élodie le regarda. J'ai grandi au foyer. J'ai appris à distinguer ce qui est précieux de ce qui a seulement un prix. Julien l'observa longuement. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'Élodie ne put s'empêcher de recevoir, car ce n'était ni de l'évaluation, ni de la gratitude, ni de l'admiration, mais quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. À ce moment où deux personnes se regardent et reconnaissent le même langage. Claire Vallet tenta une dernière fois au cours des semaines suivantes. Ce ne fut ni une agression physique, ni des manœuvres juridiques. Ce fut la version ultime et désespérée de ce qu'elle avait toujours fait. Parler. Elle raconta aux familles, aux connaissances, aux contacts médiatiques qu'elle possédait, les origines suspectes d'Élodie, l'ADN arrangé, la femme sans racines s'incrustant dans la famille. Les nouvelles parvenaient à Élodie par divers canaux. Marcel en rapporta quelques-unes. Mathis déclara un jour que quelqu'un à l'école avait dit que sa maman était arrangée et qu'il n'avait pas compris ce que cela signifiait. Élodie répondit de la seule manière qu'elle ait jamais connue, par les faits. L'ADN était public, dans la mesure où cela était pertinent pour le contexte juridique familial. Marie avait fait une déclaration. Geneviève avait fait une déclaration. Et Auguste Rochefort, qui, avec l'âge, n'avait plus de patience pour les colporteurs de mensonges, fit sa propre déclaration dans une revue professionnelle, brève et tranchante comme une lame. Élodie Lebris est la mère de mon petit-fils et la future mère de mes 4 autres petits-enfants. Quiconque prétend le contraire en répondra devant moi personnellement. Claire se tut pendant quelques jours, puis, et Élodie ne s'y attendait pas, elle appela, par téléphone tard le soir, d'une voix différente de tout ce qu'Élodie avait entendu d'elle jusqu'alors, sans agressivité, sans tactique, juste de la lassitude et quelque chose en dessous. « Je sais que tu n'as aucune raison de me parler, commença Claire. Élodie ne répondit pas tout de suite, puis elle dit « J'écoute. Diane était l'histoire avec laquelle j'ai grandi. Quand nous étions petits, Auguste parlait d'elle, du pacte, de la petite fille qui devait un jour revenir et faire partie de la famille. Et moi, j'étais là, pendant des années, et je pensais... » Elle marqua une pause. « Je pensais que si Diane n'existait pas, alors cette place pourrait être la mienne. Ce n'était pas pour Julien. Ça n'a jamais été totalement pour Julien. C'était pour ce que je pensais mériter. » Élodie écoutait. « Ce n'est pas une excuse, dit Claire. »« Non, répondit Élodie. L'enfant aurait pu mourir. Je sais. » Un long silence. « Et maintenant ?» demanda Claire. « C'est votre question, pas la mienne, répondit Élodie. Ce que vous ferez de ce que vous savez sur vous-même. Personne d'autre ne peut y répondre à votre place. » Claire raccrocha. Élodie ignorait si elle saurait un jour ce que Claire avait fait de cette conversation. Ce n'était pas son rôle de le suivre, mais ce n'était pas non plus son rôle de faire comme si cette conversation n'avait pas été ce qu'elle était. Une confession incomplète mais réelle d'une femme ayant commis des actes répréhensibles pour des raisons fondamentalement misérables, non par pure méchanceté. Elle ne lui pardonnait pas, mais elle comprenait. Julien proposa qu'ils s'installent ensemble. Pas immédiatement, pas brutalement, mais comme une question concrète dictée par une logique implacable. Elle était seule, enceinte de 4 enfants, son fils était en rééducation, et l'appartement temporaire n'était plus adapté à ce qui arrivait. Il le dit comme il disait tout, franchement, sans fioriture, avec une logistique claire et sans pression. Élodie répondit qu'elle devait réfléchir. Elle réfléchit 3 jours. Le piège n'était ni la maison, ni le confort, ni la proximité. Le piège, c'était qu'Élodie avait grandi sans dépendre de personne, et que la dépendance, même raisonnable et bienveillante, exigeait d'elle cet effort sourd et pesant de l'abandon auquel elle n'était pas habituée. Elle alla voir Geneviève le 3e jour. « J'ai peur, avoua-t-elle. » Geneviève l'observa avec cette attention silencieuse. « De quoi exactement? Que ce soit trop? Que ce soit un pas trop grand? Que je le perde et que les enfants soient confus et que j'étais plus en sécurité quand j'étais seule? »« En sécurité ?» demanda Geneviève. « Moins vulnérable. » Geneviève resta les mains croisées et dit « Élodie, tu as eu un enfant seul. Tu as changé de travail. Tu as trouvé le père de ton enfant. Tu as découvert qui tu étais. Tout cela en 14 mois. Je pense que c'est un homme capable d'assumer ce qui vient. Ce n'est pas pareil d'être forte seule et d'être forte à 2.
Non, admit Geneviève, on est plus forte à deux, mais cela exige de le laisser approcher. Élodie resta silencieuse un long moment. Est-ce qu'il t'aime? Demanda enfin Geneviève avec sa franchise habituelle. Élodie réfléchit. Il ne sait pas le dire à voix haute, répondit-elle, mais tout ce qu'il fait le prouve. Alors tu as la réponse à ta question. Élodie sourit, ce rire rare et vrai qui lui était si précieux. Elle emménagea la première semaine de novembre. Ce ne fut pas un déménagement spectaculaire. Mathis avait trop de commentaires sur l'ordre des cartons pour que quiconque ait la force d'être romantique. Julien porta les cartons sans broncher et dit un jour à Mathis, très sérieusement, que son avis sur l'aménagement spatial était précieux, mais qu'il devait le garder pour le déballage, pas pour l'emballage. Mathis accepta. Le manoir était immense, comparé à tout ce qu'Élodie avait connu. Plafond haut, parquets anciens, un jardin avec ce même vieux marronnier que Mathis identifia immédiatement comme parfait pour grimper. Élodie avait une chambre avec vue sur le jardin où elle ressentait, pour la première fois depuis longtemps, ce silence qui n'était pas de la solitude mais de la paix. Mathis demanda le soir même s'il pouvait appeler Julien « papa ». Il posa la question au dîner, franchement, entre 2 cuillères de soupe, comme si c'était la question logique suivante. Julien s'arrêta, sa fourchette en l'air, puis il répondit « oui ». Et Mathis continua de manger, satisfait, tandis que quelque chose dans la pièce se mettait lentement en place, une harmonie durable. Élodie regardait son assiette et pensait que c'était là, dans sa forme la plus simple, la réponse à tout ce qu'elle avait porté pendant des années. Il y a des instants qui ne s'annoncent pas bruyamment, qui ne viennent pas précéder d'une grande ombre. Ils arrivent discrètement, comme les choses qui ont toujours été là en attendant l'heure juste, et quand ils surviennent, on les reconnaît non pas parce qu'ils surprennent, mais parce qu'on sent qu'on les connaît depuis toujours. L'accouchement commença au cours de la 2e semaine du 14e mois, aux premières heures de l'aube, alors que Nantes dormait encore et que Mathis était dans la chambre voisine avec Auguste, qui avait insisté pour rester, non pour aider, mais pour être proche. Julien fut aux côtés d'Élodie tout au long. Ce n'était pas le genre d'homme à commenter l'ambiance de la maternité avec décontraction. Il était silencieux, présent, sa main posée près de la sienne, avec ce regard qui disait « Je suis là, je ne bouge pas ». Élodie l'accepta sans drame, car le drame n'avait pas sa place ici. Il y avait assez de tout le reste dans cette pièce, à cet instant, dans cette vie accumulée qui trouvait enfin son dénouement. 4 enfants, pas des triplés. 4. Le médecin, en le confirmant, avait cette expression mêlant expertise technique et émotion humaine, où il est impossible de ne pas être touché. Il dit tout ce qu'il y avait à dire sur le plan médical. Les 4 étaient en bonne santé, la mère était stable, puis il ajouta avec un sourire franc et simplement humain, « On ne voit pas ça tous les jours ». Julien regarda Élodie. Et Élodie, dans cette chambre blanche, épuisée et sereine, avec une douleur réelle et un soulagement plus vrai encore, le regardait et pensait que tout ce qu'elle avait porté durant des années, le silence, la détermination solitaire et cette fierté, qui fut parfois sa seule armure, en valait la peine précisément parce que cela l'avait menée à cet instant précis et à aucun autre. Mathis entra dans la chambre 1 heure plus tard. Auguste l'accompagnait, précautionneux et solennel comme s'ils entrèrent dans une cathédrale, et quand Mathis vit les 4 petits bébés alignés près du lit d'Élodie, dans leurs brassières blanches, avec leurs petits visages fripés semblant tout juste avoir accepté de rejoindre ce monde, il pinça les lèvres avec ce sérieux qui lui était propre. « Ils sont tous les 4 là ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Élodie. Mathis s'approcha lentement et regarda le premier, puis le deuxième, le troisième, le 4e. « Il va falloir beaucoup de place pour les bateaux », finit-il par décréter. Julien, la main sur l'épaule de Mathis, assura. « Ils auront de la place. » Auguste Rochefort se tenait dans un coin de la pièce et observait sa famille, cette famille totalement inattendue, imprévisible, incroyable et vraie. Et il y avait dans ses yeux cette sorte de larmes qui ne demandent pas d'excuses et ne se cachent pas. Les larmes d'un homme qui a longtemps prié et qui comprend enfin que les prières n'ont pas toujours la forme qu'on imaginait. Hélène entra derrière lui et se plaça près d'Élodie. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Élodie. « Avez-vous besoin de quelque chose ?»« Non. » Hélène hocha la tête et s'assit près du lit avec cette sollicitude discrète, non envahissante, mais simplement présente. Marie Delaunay attendait dehors, dans le couloir. C'est Julien qui le dit à Élodie, à voix basse, demandant si elle acceptait de la recevoir, et Élodie acquiesça. Car Marie n'était pas femme à entrer sans invitation. C'était une femme qui avait attendu 22 ans
et qui avait appris à attendre sans se plaindre. Elle entra discrètement. Elle resta près de la porte, regardant les nouveau-nés, puis Élodie, et son visage reflétait ce mélange de larmes, de sourires et de gratitude pour laquelle elle n'avait pas de mots. « Puis-je… » commença-t-elle. « Tu peux, » répondit Élodie, s'écartant un peu pour lui faire de la place. Marie s'assit près d'elle, avec précaution, comme si un mouvement trop brusque pouvait briser l'instant. Elle regarda Élodie comme regardent les mères qui ont longtemps attendu, avec cette attention particulière se passant d'explications. « Tu as ses yeux, » murmura-t-elle, « ceux de ma mère. » Élodie ne répondit pas tout de suite. Puis elle demanda « Tu me parleras d'elle ?»« De tout. » Sa voix était calme mais pleine. « De tout ce que tu sais et de tout ce que tu ne pouvais pas savoir. » Elles restèrent silencieuses un moment dans cette chambre avec les bébés endormis, et Mathis assis près d'Auguste, posant des questions auxquelles le vieil homme répondait avec la patience née de la sagesse ou de la dévotion totale à un petit être, ou des deux. Julien se retrouva seul avec Élodie dans la chambre en fin de journée, quand tous les autres s'éclipsèrent un instant. Pour un café, pour prendre l'air, pour cette pause indispensable face à des émotions trop vastes. Il s'assit près du lit. Élodie regardait par la fenêtre le ciel du soir qui commençait à s'assombrir, habité par cette fatigue particulière qui n'est pas désagréable. Une fatigue méritée, porteuse d'une certaine plénitude. « Quand vas-tu me dire ce que tu penses que j'ignore » demanda Julien. Élodie se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu crois que je cache ?»« Rien. Je crois que tu réfléchis trop. » Il marqua une pause, sa voix plus basse. « Que tu te demandes si tout cela n'est pas trop ou trop rapide, ou si les fondations sont solides. » Élodie le fixa. « Parfois, je me le demande, » admit-elle franchement. « Et alors je regarde Mathis discuter de bateau avec ton père. Je te regarde porter des cartons sans un mot, et je me rappelle que ma seule méthode pour juger les gens a toujours été ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. » Elle marqua une pause. « Et toi, tu agis bien. » Julien resta silencieux un instant. Puis il dit, franchement, sans fioriture, de la seule manière qui lui était naturelle. « J'aimerais t'aimer. Pleinement, si tu me le permets. » Ce n'était pas une déclaration avec genou à terre, fleurs ou phrases à effet. C'était la phrase d'un homme habitué à être précis et appliquant cette précision à la seule chose pour laquelle elle vaut plus que tout. Élodie l'observa longuement. « Je ne sais pas si c'est le bon moment pour ça, dit-elle. Sais-tu seulement ce qu'est le bon moment ?» Un court silence. « Rarement. » Moi non plus. Ils se regardèrent. Et dans cette chambre, avec 4 enfants endormis et tout ce qu'Élodie avait porté, les secrets, la distance, la fierté servant de rempart, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait nommer autrement que la vérité. Le silence entre deux êtres qui se reconnaissent. « Laisse-moi t'aimer », répéta Julien. Élodie prit une inspiration qui n'était ni une réponse, ni une hésitation. C'était cette inspiration que l'on prend quand on est enfin prête à dire ce qu'on sait depuis longtemps. « D'accord », dit-elle. Et ce simple « d'accord » portait en lui tout ce qui ne tient pas dans de longues phrases. L'approbation, la confiance, le dépôt des armes qui avaient été nécessaires si longtemps, mais n'avaient plus lieu d'être portées. C'était une forme de courage, silencieuse, invisible et simplement réelle. Mathis remarqua dans les semaines suivantes que certaines choses avaient changé, non pas de façon spectaculaire, mais comme changent les choses naturelles. Julien commença à parler de la maison différemment, non plus « c'est ma maison », mais « notre maison », sans insister. Élodie commença à laisser un café sur le bureau de Julien sans qu'il le demande, connaissant son rythme. Mathis décréta un matin qu'il leur fallait 2 tables de cuisine car ils seraient trop nombreux, et personne ne trouva rien à redire, Julien précisant même que c'était un bon plan et qu'il pouvait commencer à en dessiner le croquis. Mathis s'y mit aussitôt. Auguste Rochefort venait chaque semaine, ponctuellement comme au travail, avec un café et toujours une petite surprise pour Mathis sortie de sa poche ou de son sac. Rien de coûteux. Il n'avait jamais été homme à penser qu'on achète l'amour des enfants par le prix, mais des objets réfléchis. Un jour, il apporta une vieille carte des routes maritimes de ses années de voyage. Mathis l'afficha au mur de sa chambre et la contemplait chaque matin. Hélène venait parfois avec Marie. Cette relation était particulière. 2 femmes d'un certain âge se retrouvant dans une proximité inattendue à cause d'une jeune femme et de son parcours imprévisible. Elles furent polies, prudentes au début, puis, car la proximité et l'intérêt commun finissent par rapprocher les alliés les plus improbables,
elles devinrent plus proches de l'acceptation que de la simple courtoisie. Marie parlait de la famille à Élodie. Elle racontait par petites touches, sachant que 22 ans ne se rattrapent pas en une semaine. Elle parlait de la grand-mère d'Élodie, qui vivait à Angers, vieille mais vive d'esprit, et qui, en apprenant la nouvelle, avait dit selon Marie « Je savais qu'elle était vivante. Une mère sait toujours. » Elle parlait de la maison où Élodie était petite, vendue car Marie ne pouvait y rester, avec un jardin plein de fraises qu'Élodie cueillait à pleines mains. Élodie écoutait et tentait sans forcer d'invoquer des souvenirs. Parfois une ombre de souvenirs surgissait, une odeur, une sensation de soleil sur la peau d'une manière spécifique. Peut-être les fraises, peut-être le jardin. Elle ne s'imposait rien de plus. Geneviève était toujours là, et le serait toujours, car certains liens sont plus anciens que la biologie et ne céderont devant aucun test ni aucune nouvelle famille. Elle était la mère d'Élodie de manière concrète, quotidienne, celle qui avait été là, qui était restée, qui savait. Élodie n'avait pas à choisir, elle avait les deux. Le projet qu'Élodie lança 12 semaines après l'accouchement n'était pas immense, ni conçu comme tel. C'était une initiative liée au foyer, visant à numériser les archives anciennes et fragiles, conservant les histoires des enfants passés par ses portes. Un programme de recherche, des liens entre familles égarées. C'était une idée née de sa propre histoire, du fait que Geneviève avait gardé le pendentif faute de meilleurs systèmes, du fait que les documents étaient incomplets faute de moyens. Julien finança le projet. Il ne posa pas beaucoup de questions. Il demanda combien il fallait et dans quel délai, et quand Élodie répondit, il transmit à Marcel. Geneviève déclara, en l'apprenant, qu'Élodie aurait pu avoir de meilleures idées, mais rarement. Le projet débuta avec 3 bénévoles et un développeur qu'Élodie connaissait de ses études. À la fin de la première année, il comptait des partenariats avec 4 foyers de la région et un cabinet d'avocats traitant bénévolement les demandes de recherche de parenté. Mathis demanda un jour à quoi cela servait. Élodie lui répondit « Pour que les enfants comme moi aient un chemin plus facile pour retrouver ce qui leur appartient. » Mathis réfléchit. « Et toi, tu as trouvé ?»« Oui. »« Alors c'est une bonne idée, » conclut-il avant de s'en aller. Un matin, quelques semaines avant la fin de la première année des quadruplés, Élodie se retrouva seule au jardin pendant que les enfants dormaient et que Julien était en ligne pour un appel prolongé. L'air matinal était particulier, ni froid, ni chaud. Cet air neutre où flottent des odeurs d'humidité, d'herbe et de quelque chose d'indéfinissable que chaque jardin possède à cette heure. Élodie était assise sur le banc et observait. Le vieux marronnier, Mathis qu'elle avait déjà vu près de ce banc. La cuisine dont les lumières s'éteignaient et s'allumaient, tandis qu'Auguste se débattait avec la machine à café qu'il jugeait aussi complexe qu'une fusée. Elle pensa aux 7 années écoulées, à la nuit par laquelle tout avait commencé, qui n'avait pas été ce qu'elle aurait dû être, mais qui fut à la fois le prélude et l'ouverture de tout, non par romantisme, mais par ce qui s'ensuivit. Pour Mathis, pour la décision de continuer, pour le travail accepté faute d'autre choix, pour être entrée dans cette pièce face à un homme qu'elle n'aurait pas dû connaître, mais qu'elle devait rencontrer. Il y a des chemins qui ne ressemblent pas à des chemins quand on les parcourt. Il y a des décisions qui semblent être de l'improvisation, mais qui, avec le recul, étaient les seules possibles. Et il y a des vies qui, si on les regarde en face, sans lamentation et sans phare, s'avèrent être exactement ce qu'elles devaient être, peu importe la lourdeur de la charge à certains moments. Julien sortit de la maison avec un café. Il s'assit près d'elle sans un mot. Et le silence était celui que l'on partage avec quelqu'un qui vous connaît, celui qui n'a pas besoin d'être comblé car il est déjà plein. Élodie regarda l'arbre. Elle pensa à Mathis demandant pour les bateaux lors de sa première semaine de travail, à Auguste pleurant en apprenant la nouvelle, à Marie attendant 22 ans avec une photo en poche, à Geneviève gardant le pendentif dans son tiroir, parce qu'elle ne savait rien faire de mieux, mais ne l'ayant pas jeté car elle savait sa valeur. Elle pensa aux 4 enfants dormant dans la maison derrière elle, et au fait que Mathis avait raison, ils avaient de la place pour les bateaux. Chers amis qui avez parcouru ce chemin avec nous jusqu'au bout, merci d'être restés. Les histoires comme celle-ci grandissent grâce à votre attention et votre présence, grâce à chaque seconde où vous avez choisi d'écouter la suite. Si vous vous êtes reconnu en Élodie dans son silence et sa détermination, laissez-nous un commentaire et dites-nous de quelle ville vous êtes. Nous aimons savoir jusqu'où voyagent ces émotions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car nous vous proposons chaque jour une nouvelle histoire qui ne s'oublie pas de sitôt. Et laissez un pouce bleu pour nous aider. Chaque mention « j'aime » est une voix qui dit «
cela en vaut la peine. On se retrouve pour la prochaine histoire.